Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là très nombreux ce soir au Palais des Congrès de Grasse pour un nouveau débat organisé par le groupe Nice Matin et à suivre en direct sur notre site internet le www.nicematin.com. Débat grassois donc que j'ai le plaisir de présenter avec Audrey Minelli, chef du territoire Grand Ouest qui comprend donc cette ville de Grasse. Merci de m'accompagner. On va aborder plein de sujets évidemment durant ce débat, 1h30. 5 candidats, les 5 candidats ont accepté notre invitation. On va parler du Grasse de demain, du Grasse du quotidien, des transports, des logements, de la sécurité, des projets structurants et de la vision donc de ces 5 candidats qui ont accepté de débattre avec nous ce soir. Je voudrais juste vous dire un mot d'abord de l'importance d'organiser ces débats pour le groupe Nice Matin. C'est un rendez-vous démocratique que vous affectionnez, l'élection de votre maire. On est au rendez-vous, on est à vos côtés aussi dans nos éditions dans les Alpes-Maritimes et le Var pour vous accompagner, pour vous aider à faire votre choix et rendre compte au plus près du terrain des propositions donc des candidats qui se présentent à vos suffrages. On va rentrer évidemment dans le vif du sujet, mais avant cela, je voudrais vous présenter ces candidats. Ils sont assis en face de vous par ordre alphabétique. Jean-Paul Camerano, bonsoir. Vous êtes le premier ce soir. Vous êtes donc à la tête d'une liste Rassemblement National. À côté de vous, Paul Euzière qui mène une liste d'union de la gauche hors LFI. Merci à vous d'avoir... Non, une liste de Rassemblement Citoyen. Avec quand même des partis de gauche qui vous soutiennent, si je ne dis pas de bêtises. Les socialistes... Des communistes, des socialistes, voilà. des Verts donc, et également des gaullistes. Donc en préfecture... Également des gaullistes. Bien une liste, mais pas de souci, mais c'est une liste d'union de partis de gauche en tout cas. Mahamadou Siribié, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un candidat sans étiquette. Merci d'avoir accepté cette invitation. À vos côtés, Leïla Tonnerre. Bonsoir. Candidate soutenue par la France Insoumise. Merci. Et les écologistes depuis hier. Très bien, merci beaucoup de cette précision. Et enfin, Jérôme Viau, maire sortant de Grasse. Maire sortant, soutenu par les Républicains. Alors, on va demander d'ores et déjà au public de jouer le jeu. On comprend pourquoi il n'y avait plus de place pour réserver. Hein. Du respect. Du respect. Alors. C'est un débat démocratique, tout le monde doit pouvoir s'exprimer. On va vous demander de respecter tout le monde. On peut applaudir, mais sans non plus outrepasser la parole des uns et des autres. L'idée, c'est de confronter son projet, puis de s'adresser aussi à nos nombreux spectateurs ce soir sur le site de Nice Matin. On va démarrer avec un premier thème autour du centre-ville et de sa dynamisation. C'est un sujet structurant, important pour les Grassoises et les Grassois. On commence avec vous, Jean-Paul Camerano. Ce centre historique, est-ce qu'il vous semble toujours souffrir d'un défaut d'attractivité et comment vous comptez le revitaliser si demain vous êtes élu maire de Grasse? Donc déjà, si vous dites qu'il faut le revitaliser, c'est qu'il est dévitalisé, d'après ce que vous dites. C'est à vous de juger. Donc, moi, si vous voulez, le centre-ville historique, on ne peut pas le décorréler de la sécurité, en fait. Et donc, je considère que le centre-ville historique, aujourd'hui, il y a un taux de vacances commerciales énorme, il y a de l'insécurité, il y a de l'éclairage défaillant, et donc, moi, je considère aujourd'hui, en termes de constat, que c'est véritablement un naufrage. Et pour dynamiser, une des clés pour dynamiser le centre-ville historique, ça ne se décrète pas en un claquement de doigts. Il faut aussi parler de la sécurité, du stationnement, des parkings, parce que si vous voulez faire venir des clients on a un thème là-dessus après, au centre-ville de Grasse, centre-ville Vieille-Ville, il faut pouvoir stationner, il faut pouvoir se déplacer en toute sécurité. Le soir, je ne suis pas certain qu'une fois le débat fini, on puisse aller boire un coup place aux herbes, parce que tout est fermé. Donc quand on voit la communication de M. Viau, où apparemment Grasse est envahie de touristes, est envahie d'étudiants, est envahie, tout va bien, mais la réalité des choses, c'est que moi je vous invite tous à sortir après vers 20h, et puis on traverse la ville, on va jusqu'à Porte-Neuve, et puis on va compter les étudiants, les bars ouverts, etc. Donc moi je vous dis, le centre-ville historique aujourd'hui, c'est un véritable naufrage.
cet été en tout cas, il a été constaté et rapporté par de nombreux commerçants et passants qu'effectivement l'été avait été exceptionnel. Est-ce qu'il ne se passe pas quand même quelque chose qui montre que voilà, ça... L'été, évidemment, sur la Côte d'Azur, vous faites 14 juillet, 15 août, ou allez, on va dire 1er juillet, 30 août, si vous n'avez pas du monde dans toutes les villes, y compris à Grasse, ça désespéré. Moi qui suis grassois, j'ai connu Grasse, j'ai 59 ans, j'ai connu Grasse tous les étés, il y avait toujours du monde en fait. C'est pas exceptionnel, c'est pas Monsieur Biot qui a décrété faire venir les touristes depuis 12 ans. Donc ils étaient là avant, ils seront là après. Paul Euzière, sur cette question du centre-ville, quel constat faites-vous et quel projet vous porterez demain si vous êtes élu? Le premier constat, c'est que ce que vient de dire Audrey Minelli, l'été c'est bien, ça dure 3 mois au maximum. Après il y a 9 mois. 9 mois, il faut regarder ce qui se passe. Alors, le centre-ville, c'est simple. Il y a 3 questions. La première, c'est le stationnement, qui est rédhibitoire et qui fait que les Grassois se détournent du centre-ville parce qu'ils sont taxés quand ils viennent au centre-ville. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est la circulation, qui a été mise en place en 1999 et aggravée avec le sens unique et aggravée par M. Leleu, donc, qui a mis en 2004 le jeu de ballon en sens unique. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème qu'il y a, c'est qu'on a fait glisser toutes les grandes unités commerciales vers le sud et qu'on a aménagé le commerce au sud et qu'on a vidé le centre-ville de sa substance. Donc ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. Qu'est-ce que vous faites de différent donc, demain ? Pour soigner un malade, il faut d'abord faire un diagnostic. Donc on fait d'abord, voilà. Donc on fait d'abord un constat. Ça, c'est le constat. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord, immédiatement, régler la question du stationnement et mettre, en tout cas c'est nos propositions, les propositions de Grâce à tous, mettre tout le stationnement de surface gratuit, en zone bleue. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de voitures ventouses. En zone bleue, il y a un temps limité et au bout d'un moment, on est obligé de partir. Ça, c'est la première mesure d'urgence. Ensuite, il faut revoir le plan de circulation. Il faut le remettre à plat avec tous les Grassois, discuter. Nous, notre ligne, c'est de remettre les Grassois au cœur du projet, au cœur des décisions. Donc, discutons avec les Grassois du centre-ville, avec les Grassois du grand centre, avec les Grassois de toute la ville, de comment ils voient les choses. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est arrêter l'hémorragie vers le sud des zones commerciales. Voilà. Donc inverser. Mais ça sera beaucoup plus long. Ça, c'est à plus long terme. La première mesure, c'est la gratuité, la mise en zone bleue de tout le stationnement de surface. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est tenable ? Est-ce que les gens le respectent ? Ça se contrôle des zones bleues. Il faut aussi derrière pouvoir... qu'elles soient dynamiques. Écoutez, on n'a qu'à regarder à Montsartou. Je crois que c'est probant. Et par rapport à notre centre-ville, s'il se désertifie, c'est pour une raison très simple. C'est également que toutes les communes voisines, sans exception voisines, ont la gratuité du stationnement. Donc, notamment Montsartou, sur le grand parking. Montsartou, ils vont payer la gare. Montsartou, mais Péménade, toutes. Donc c'est stationnement, première mesure, stationnement gratuit. De surface. De surface. Hein. Oui. Non. Et les parkings et repris vous revoyez en le plan de régie. circulation. Les parkings repris en régie, on ne pourra pas faire n'importe quoi non plus. Parce qu'il y a un endettement pour le parking le parking Roland, oui, mais attendez, pardon. Il y a aussi les pénalités, cher Paul. Et l'achat du parking Roure. Donc il y a un endettement, donc on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut avec les parkings les parcs de stationnement. Voilà, je veux juste qu'on fasse un premier tour. On va revenir sur la question du stationnement. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Siribier, sur cette question du centre-ville, est-ce que vous partagez le constat de vos voisins ? Est-ce qu'il y a un problème de sécurité ? Et comment on revitalise si d'aventure il y avait besoin de revitaliser ? Je fais le même constat que les précédents intervenants. Pour moi, le centre-ville est dans un état de mort cérébrale. Je le dis d'autant plus avec beaucoup de sérieux et de conviction. Ça fait plus de 22 ans que je vis dans le centre-ville. Le centre-ville que j'ai connu
n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Il y a la problématique de l'insécurité. Moi, je rencontre des étudiantes et des étudiantes, des jeunes filles qui habitent dans le centre-ville, qui disent par exemple, nous ne pouvons pas sortir le soir parce que nous ne nous sentons pas en sécurité. Le centre-ville est en état de mort cérébrale, en ce sens que ce sont les commerces de proximité qui ferment les uns après les autres, dotés de vacances très forts. Le centre-ville est en état de mort cérébrale, il y a une question de mobilité. La mobilité, on aura l'occasion d'en parler. Le centre-ville est en état de mort cérébrale parce qu'aujourd'hui, les commerces de proximité sont en souffrance. Solution que nous allons proposer. Vous savez très bien, peut-être vous avez pu le constater, qu'un des éléments structurants a été la fermeture de la gare routière du centre-ville, qui existe depuis plus de 50 ans, qui rendait de nombreux services de proximité. Vous la rouvrez si... C'est dans mon programme, on y reviendra là-dessus, qui a été fermé, qui rendrait des services de proximité aux personnes actives, aux personnes malades, etc. Et cette gare routière étant fermée a impacté le commerce de proximité du centre-ville de Grasse. Donc nous, si les Grassois nous élisent le 15 mars 2026, le premier acte que nous ferons, c'est de rouvrir la gare routière du centre-ville. Ce qui remet en cause une partie du projet Martelly, alors on y reviendra aussi. On reviendra là-dessus également, parce qu'il y aura la problématique aussi du stationnement, c'est de mettre plus de zones bleues en centre-ville, parce qu'il n'y en a pas du tout, il y en a peu dans certains quartiers, mais dans le centre-ville, il n'y en a pas. Laïla Tonnerre, sur le constat d'abord assez rapidement. Oui. Sur la sécurité, vous trouvez que... écoutez, on va en parler. Donc, du coup, je suis ravie de commencer à parler du centre-ville, parce que c'est là où je vis, c'est là où j'ai investi en fait, puisque j'y suis tous les jours. J'ai une association d'éducation populaire dans le centre-ville. Et évidemment, donc, ces constats, je les fais, mais pas totalement. Je suis un peu plus nuancée. Et je vais être un peu plus précise sur un certain nombre d'éléments. Déjà, pour redynamiser un centre-ville, la première des choses, c'est son accès. Évidemment, il faut qu'il y ait des transports qui puissent être efficaces. Et nous, on a la première de nos mesures, c'est de remettre la farandole, cette petite navette gratuite qui sillonnait la ville, dont tous les Grassois se souviennent, qui était à la fois un moyen de se rendre en ville facilement et aussi de se rencontrer, parce que les Grassois ne se rencontrent plus, il n'y a plus de lieu où on peut se rencontrer. Donc voilà, donc les prix des parkings, effectivement, c'est un vrai problème, et notamment Notre-Dame-des-Fleurs, c'est un parking qui est pourtant municipal, et il faut savoir que pour les riverains, il y a 1 an et demi d'attente pour avoir une place là actuellement, et quand on est abonné, c'est mon cas, parfois on n'a même pas de place pour se garer. Donc le problème du stationnement, c'est un vrai problème. Ça, on aura Ensuite, une thématique dédiée. Il y a quelque chose de très important que personne n'a soulevé, c'est que le centre-ville de Grasse est un quartier politique de la ville. C'est un quartier qui bénéficie de subventions d'État parce qu'il y a des problématiques de précarité dans le centre-ville. Donc le centre-ville, c'est des indicateurs chiffrés, il y a un haut taux de chômage, il y a des familles monoparentales en nombre, 60% des personnes du centre-ville vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est pas attractif en fait. Quand on a envie d'acheter ou de louer, évidemment qu'on ne va pas aller dans des lieux comme ça. Donc le moyen de redynamiser un centre-ville, c'est de faire revenir des actifs. Qu'est-ce qu'on fait quand on est actif, qu'on est jeune actif et qu'on a des enfants ? Eh bien, on regarde l'état des écoles environnantes. Et il se trouve que l'école de centre-ville, elle est dans un état déplorable. Pour faire venir des actifs, la plupart du temps, les actifs qui viennent en fait repartent parce qu'ils sont obligés de mettre leurs enfants dans le privé, dans cette ville malheureusement. Donc pour faire revenir les actifs, il faut des commerces de bouche. Parce que moi, par exemple, j'aimerais bien m'acheter du poisson et aller chez le fromager en bas de chez moi, et c'est pas le cas. Ce serait bien aussi de. Comment on peut faire le maire ? Pourquoi il n'y en a pas, oui, selon vous ? Donc, justement, donc là, il y a par exemple la boucle commerciale qui a eu. Donc il y a quand même donc avec le quartier politique de la ville, il y a des fonds dédiés. Et il y a même des avantages fiscaux pour les entreprises quand on s'installe dans le centre-ville. Donc ça veut dire que vous menez par exemple, la taxe foncière, par exemple, elle n'est pas payée pour le bâti, pour les entreprises. Donc ça, c'est quand même un levier qu'on peut utiliser. Il faut créer de la mixité sociale. La mixité sociale, il faut rénover les écoles, faire venir des actifs, recréer de la mixité sociale comme c'était le cas quand il y a plusieurs années. Donc tout ça pour créer un cercle vertueux. Voilà. On va revenir, je l'ai dit plusieurs fois, mais sur la question du stationnement et des parkings. On termine ce premier tour de table avec vous, Jérôme Viau. Vous pouvez répondre évidemment aux points qui ont été soulevés donc sur la sécurité, sur le transport, et puis nous dire sur le mandat qui arrive ce que vous envisagez pour le centre-ville.
si vous êtes élu. Merci beaucoup et je partage bien sûr pas un regard dans lequel on dit du mal tous les jours du centre-ville pour exister, mais plutôt une démarche dans laquelle nous avons voulu construire un projet pour ce centre-ville. Depuis 2014, on a d'abord travaillé à désendetter la ville pour redonner des marges de manœuvre à la ville. On a travaillé à installer un véritable projet en candidatant à Cœur de Ville, qui est une opération nationale qui permet de lever des moyens financiers, des fonds importants et qui vont accompagner une restructuration de ce centre-ville. C'est 6 millions d'euros de fonds friches qui ont été obtenus pour restructurer le quartier de Martelly qui est en souffrance depuis de nombreuses années. Si on regarde et on parle de notre belle ville en tant que mort cérébrale, je trouve ça triste. Quand on compare ce qu'il y avait avant dans la place de la médiathèque, quand on compare ce quartier tout autour du cœur de ville de 10 hectares qui a muté en l'espace de 5 années comme jamais. Et donc on a porté une dynamique dans laquelle on a installé un outil culturel important, la médiathèque, qui a redonné le chemin du centre-ville à tous les Grassoises et les Grassois. C'est plus de 120 000 personnes qui sont revenues dans ce cœur de ville. J'ai personnellement sauvé la présence de Monoprix dans le cœur de ville, qui avait annoncé son départ, et pour lequel je me suis battu de toutes mes forces pour permettre à ce qu'il à la fois reste, mais aussi réinvestisse. Et les Grassois le savent, ils n'écoutent pas les critiques infondées. Ils voient qu'on est en février, et qu'en juin prochain, le nouveau Monoprix de 1600 mètres carrés sera ouvert. Alors justement, cette question, est-ce que le commerce est à la hauteur? Est-ce que vous considérez que l'offre commerciale est suffisante? Et puis sur la question des actifs aussi qui s'installent, est-ce que le bilan est satisfaisant? Alors le centre-ville a besoin de plus d'offres commerciales et c'est ce que nous portons comme conviction depuis maintenant près de 10 ans avec un projet Martelly qui est au sein du conseil municipal et qui tourne depuis plus de 15 ans. Et pour lesquels nous nous sommes battus pour aller au bout envers et contre toutes les difficultés. Il y en a eu, des recours, des contentieux, des tentatives de faire échouer cette démarche, et nous l'avons menée au bout. Parce qu'on croit dans cette démarche où il faut plus d'offres commerciales, plus de présence de commerce dans notre cœur de ville, et c'est ce que nous portons, et vous l'avez vu, cette opération démarre. Sur la question de la sécurité, on a travaillé à ce que notre police municipale soit nettement renforcée. On a œuvré pour changer la place de la police municipale et l'installer. Il y a un policier municipal pour 1000 habitants, monsieur Biot. On a œuvré pour qu'on multiplie par 4 le nombre de caméras dans notre cœur de ville, qu'on ait 70 policiers municipaux aujourd'hui qui soient là, et puis structurer notre police municipale la nuit dans notre cœur de ville. Sur la question du stationnement, j'ai conscience que le stationnement peut être un frein à la fréquentation d'un cœur de ville, et c'est pour ça, et Paul Eusière le sait, on siège ensemble dans la régie des parkings. Monsieur Camerano ne le sait pas parce qu'il n'est pas venu au dernier conseil municipal. Une chose est sûre, c'est que notre projet... Excusez-moi de travailler de temps en temps quand même aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Moi j'ai un métier. Notre projet, il a été de racheter les parkings Indigo pour justement avoir une maîtrise en gestion directe des parkings et permettre à ce qu'on stationne plus facilement. Si vous voulez bien, on va revenir là-dessus. Oui, juste si vous permettez. Je souhaite y revenir parce que c'est... Monsieur Biot a parlé d'Indigo. On reviendra très précisément sur les Monsieur Biot a parlé d'Indigo. Il faut préciser qu'il a été incapable de négocier les pénalités. Alors, on y reviendra après, monsieur. Oui, mais je vais quand même me dire, je finis ma phrase quand même. Oui, mais enfin, on peut mener le débat, sinon... Oui, mais je finis juste ma phrase. Donc on a payé des pénalités au-delà de 2 millions d'euros. Très bien. Bon, ben... Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Sur le stationnement, vous parlez des parkings. On parle aussi du stationnement en surface, notamment des zones bleues. Est-ce que c'est quelque chose, demain, si vous êtes réélu, qui vous paraît faisable et souhaitable et que vous mettriez en place? Non, on va plutôt travailler sur une zone de stationnement avec des gratuités dans la régie des parkings communales pour permettre aux personnes qui vont venir, parce qu'on a aussi préparé l'arrivée d'un cinéma
avec Cinéum de Cannes qui va s'installer dans le projet Martelly. Il serait dangereux de remettre en cause le lendemain de l'élection l'arrivée de ce cinéma qui va attirer 200 000 personnes par an, là où on a un cinéma communal qui ne fonctionne pas. S'il vous plaît, on peut s'écouter. Merci. Et donc on va travailler à réinstaller un cinéma dans ce cœur de ville. On a déconstruit l'hôtel Oasis qui était là pour ça. Et on va plutôt travailler avec des gratuités pour que les personnes qui viennent au cinéma puissent se stationner 2 heures gratuitement. On va si vous parler permettez, du projet Martelly. Vous permettez, rapidement, allez-y. Justement, par rapport, je vois que le candidat maire sortant anticipe aussi le projet Martelly. C'est qui arrive ça. maintenant. On allait y venir. Bien. Si vous voulez en parler, vous pouvez enchaîner. Donc, je voudrais quand même préciser une chose par rapport au commerce de proximité du centre-ville. Le candidat maire sortant, M. Gio, on le sait très bien que pour relancer le commerce de proximité dans le centre-ville, il y a un élément qui est très important, c'est la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Moi, j'ai rencontré une esthéticienne qui s'est installée récemment dans le centre-ville. Cette esthéticienne est obligée aujourd'hui d'aller travailler ailleurs pour pouvoir s'en sortir. Parce que le taux de la CFE, qui est l'un des plus hauts du département, dirais-je même c'est le plus haut du département, ça fait 29,22%. Un taux de la CFE qui est voté par la communauté d'agglomération du Pays des Grâces. Alors que le taux de la CFE de la communauté d'agglomération Sophie-Antipolis est de 24,54%. Donc on voit très bien que si on veut relancer le commerce de proximité dans le centre-ville et notamment relancer l'activité économique locale, nous le proposons, c'est de baisser le taux de la CFE pour relancer le commerce de proximité du centre-ville. Monsieur Gio, vous avez fiscalement matraqué le commerce de proximité. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que vous allez relancer le commerce de proximité tout en continuant à le matraquer fiscalement. Rapidement, vous c'est pouvez une répondre réalité. Et on enchaîne. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Bien sûr. Bon, c'est important de ne pas tout mélanger. Monsieur Siribier mélange beaucoup de choses. On a une CFE qui est votée par la communauté d'agglomération et à la demande des 23 maires de la communauté d'agglomération. Et ce n'est pas le maire de Grasse qui vote la CFE, monsieur Siribier le sait. Nous allons réouvrir des commerces de proximité. La boucherie des Oliviers va accueillir un nouveau boucher. La brasserie des Airs va accueillir un fromager. On travaille au quotidien pour ouvrir des commerces de proximité. Et je crois que les gens le savent, le voient. On va installer ce Monoprix. Dans quelques jours, je recevrai la direction nationale. Et Monoprix ne quittera pas le cœur de ville comme ça a été asséné avec des fausses vérités. On va installer ce cinéma, on va installer des halles. Et je crois que c'est important de le souligner parce que c'est le projet de ville. Et la CFE, c'est un sujet intercommunal. C'est un sujet intercommunal. Donc bien sûr, mais M. Siribier le sait. Il a même mais le maire de Grasse a quand même un poids absolument au sein de l'agglo. Il y a 23 mairies et les 23 mairies ont souhaité voter cette démarche. C'est pas le maire de Grasse qui a décidé ça. Paul Eusière a voté cette démarche. Magali Conesa a voté cette démarche. Et c'est pas le maire de Grasse parce que c'est des raccourcis faciles, tout comme de dire moi, Amadou Siribier, si je suis élu, je vais rouvrir la gare routière. Mais c'est la région. On va reparler tout ça. On y reviendra parce que c'est important. On ne peut pas aller avec une banderole PANE, P-A-N-E, avec des personnes en disant je vais rouvrir la gare routière parce que c'est pas le rôle du maire que d'avoir les lignes régionales. Monsieur, vous permettez, monsieur Siribier le sait. s'il vous plaît, vous permettez un seul instant. Un seul instant. Je vais évoquer un point. Permettez-moi. Parce que si on le réévoque après, ça ne sert à rien. Je vais évoquer, s'il vous plaît, si vous permettez. Moi, j'ai un courrier de la région PACA. Parce que Monsieur Gio... Sur quel sujet? Sur le sujet de la gare routière. Alors, on va y revenir après. Donc, s'il vous plaît... On va arriver sur Martelly, donc du coup... J'aimerais juste que... Parce que ce sont des mensonges aussi. Quand j'entends... Voilà, par rapport à... Alors, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous répondre. On ne va pas passer la soirée à s'invectiver, à se répondre. Et il faut qu'on avance, il faut des propositions, il faut que tout le monde puisse s'exprimer et que nous restions maîtres du débat, s'il vous plaît, avec l'ordre que nous avons établi des questions. C'est le jeu démocratique aussi et la place de la presse. Donc, merci à vous. Audrey, sur la question du projet Martelly. Du projet Martelly, donc c'est un projet qui divise, voilà, vous n'avez pas tous le même avis et la même position là-dessus, mais finalement il est présenté comme la future locomotive. Vous parliez de la médiathèque tout à l'heure, Monsieur Viau. Le projet Martelly, c'est donc la future locomotive du centre-ville. Est-ce que c'est pas ce projet-là qui pourra justement redynamiser complètement le centre historique? Est-ce que c'est un projet que vous modifiez
modifieriez si vous étiez élu? Quelle alternative vous proposeriez, ou est-ce que vous conserveriez ce projet tel qu'il est? Leïla Tonnerre, du coup, ou... On peut commencer avec Leïla Tonnerre. Voilà. Très bien. Le projet Martelly, il faut pareil, le préciser, c'est une ZAC, c'est une zone d'aménagement concerté. Dans concerté, il y a concertation. Donc l'idée, c'est quand même donc il a fallu 12 ans quand même, monsieur le maire sortant, pour avoir une concertation digne de ce nom, et c'est le cas en ce moment avec le cabinet Igor. Donc moi, j'ai participé à tous les processus de la concertation du projet Martelly, et donc 12 ans pour enfin prendre en compte la parole des habitants et leurs besoins réels, c'est-à-dire des crèches, des lieux de vie pour les enfants, des espaces verts, une desserte de bus effectivement au niveau de la buanderie qui va pouvoir faire un lien avec donc tout ça c'est le projet Martelly. Donc ça c'est un enjeu important, la ZAC Martelly, parce que ça va redynamiser effectivement le centre-ville, et là ça va faire venir des actifs et ça va créer de la mixité sociale. Donc moi voilà, juste il a fallu, ce qui est terrible, c'est qu'il a fallu 12 ans pour obtenir une concertation et des recours au TA d'ailleurs je salue, c'est grâce à tous, par la personne d'ailleurs de monsieur Rolando, dont je rends hommage, qui nous a quittés, qui à force de recours a obtenu l'annulation des deux projets Martelly qui étaient oui, mais justement parce que c'était un projet qui ne prenait pas en compte la parole habitante, monsieur le maire sortant. Donc c'est important. Nous, l'idée à l'Union solidaire et populaire pour Grasse, parce que c'est ça le nom de notre liste, on est un collectif, et nous ce qu'on veut, c'est remettre les Grassois et leurs besoins réels dans la question communale, à tous les sujets, les enfants, le logement, etc. Donc il faut prendre en compte les habitants, c'est indispensable, vraiment. Voilà. Monsieur Zière, juste sur Martelly, c'est un projet effectivement que vous suivez également depuis longtemps. Oui, alors d'abord, je vais rectifier une chose. Il y a eu en tout et pour tout, venant non pas de Grâce à tous, mais venant de deux candidats de 2020 qui ont ensuite été sur la liste Grâce à tous, Gilbert Rolando qui est malheureusement décédé et Bastien Bottasi, des recours. En tout et pour tout, il y a eu 2 recours. 2. Un sur la démolition du parking Martelly, qui a été abandonné par M. Rolando, et un autre par M. Bottasi, qui a été débouté. Ceci dit, le retard, la longueur énorme prise par le projet, qui est maintenant de 15 ans, puisqu'on a commencé en 2011, Mamadou Siribié faisait partie de la majorité de M. Leleu et s'en souvient, j'avais mis en garde dans cette même salle, ici, j'avais dit attention à la ZAC. Une ZAC, c'est 10 ans au moins. J'étais au-dessous des réalités, on est à 15 ans, et aujourd'hui, il y a 11 permis de construire qui doivent être déposés, il y en a 3 qui l'ont été par la puissance publique, c'est-à-dire par la SPL, et 0. Les 8 autres ne sont pas déposés par le privé. Ça, c'est ce qui m'inquiète. Vous craignez que ça retarde encore plus le projet ? Écoutez, oui, ça retarde, évidemment ça retarde. Par ailleurs, il y a des coûts qui sont à prendre en compte, notamment celui de la réhabilitation du garage Roland, qui va coûter 11 millions d'euros pour 72 places, c'est-à-dire 150 000, un peu plus de 150 000 euros la place. Je sais qu'il y a le fonds friche là-dessus qui a été obtenu, donc on sera seulement à 72 000 euros la place, c'est-à-dire au double des places du parking, du tarif des places du parking communautaire de Montsartou, qui avait déjà fait hurler à la communauté d'agglomération un certain nombre d'élus. Donc je veux dire que ça sera très cher. La réhabilitation là coûte très cher. Il y a des réticences manifestes de la part des intervenants privés de se précipiter, pas de se précipiter, mais de se mettre, de s'impliquer dans le projet. Donc comment vous gérez-vous demain si vous accédez à la mairie? Qu'est-ce que vous changez dans la gestion, dans le projet? Écoutez, moi je fais partie du comité de pilotage. Et qui est un comité de pilotage dans lequel il y a toutes les instances représentées et donc l'opposition, j'y suis au titre de l'opposition. Les choses se sont déroulées normalement et démocratiquement. Je n'ai pas approuvé, je suis le seul à ne pas avoir approuvé le choix du cabinet d'architecture qui a été retenu.
c'est une autre question. Mais maintenant que c'est fait. Mais maintenant que c'est fait, on ne peut pas reculer sur le projet tel qu'il est. Donc on peut simplement tenir les partenaires privés et les obliger à accélérer et tenir le cabinet d'architecture pour l'obliger à tenir les délais. C'est tout. Alors, au stade, sauf à risquer des dédits. Moi, vous savez, je ne suis jamais dans la démagogie. Parce qu'on peut tout promettre, y compris un pont pour aller sur la Lune, mais ça sera plus difficile à réaliser. Donc je suis obligé les acteurs à tenir leurs promesses. Oui, parce que tout dédit coûterait extrêmement cher, là. Voilà, toute marche en arrière. Donc, voilà. Alors, Monsieur Camerano, puis Monsieur Viau, puis on revient... Donc on est tous conscients qu'il faut faire quelque chose au centre-ville. Martelly, c'est un petit peu le serpent de mer, en fait, qui revient à chaque élection. En fin 2018... le maire a fait apposer à Martelly une grande bâche qu'on a pu voir pendant des années sur le parking Roland. Et puis, fin 2024, courant 2025, on lance avec tambour et trompette le Martelly 2, je vais dire, et puis on fait une pose de première pierre en 2026. Où on a eu un petit peu une inauguration Potemkin, en fait. Et donc on a fait des gens qui venaient de je sais pas d'où, dire regardez, Martelly, c'est un projet, etc., porteur et compagnie. Donc le problème de Martelly, c'est que, évidemment, M. Viau est toujours dans la démagogie, il dit il va y avoir 200 000 spectateurs dans les cinémas. On va être envahi de personnes qui vont venir de Cannes, de Grasse, de partout. Non, mais il n'y a pas de besoin pour remplir les salles. Il n'y a pas de besoin. Est-ce que vous annulez le projet ? Il y a un besoin, évidemment qu'il y a un besoin. Mais il n'est pas financé, c'est ça le problème. Comme le disait justement Paul Lezière, au-delà des permis de construire qui ne sont pas déposés, il n'y a pas de financement, c'est du vent en fait. Donc on a eu du vent en 2020 et aujourd'hui on a encore du vent en 2026. Il n'y a rien qui se passe. Et moi je vous fais le pari qu'en 2032, si M. Viau est réélu, eh bien, il y aura la deuxième pierre en fait qui sera posée. Moi je vous garantis, ça va être ça la réalité des choses. Et c'est pas financé. Mais du coup, c'est ça le problème. Non mais vous faites quoi avec le projet Martelly ? C'est-à-dire le projet, quand on arrive aujourd'hui, si demain je gagne la mairie, il va bien falloir regarder tous les intervenants et voir leur niveau d'engagement. Aujourd'hui on ne sait pas. Il devait y avoir en 2020 Cap Cinéma. Cap Cinéma, ils sont partis corps et bien. Donc aujourd'hui, qui est le cinéaste ? Qui sont les investisseurs ? Combien ? On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Alors, on a inauguré, on a posé une première pierre, on a fait venir le sous-préfet, le préfet, on a fait venir les élus. Certains garçons ont été contactés 8 fois au téléphone, certains, pour dire il faut que tu viennes pour faire du monde. C'est comme ça que ça se passe. Monsieur Viau, c'est le champion de la communication. Jérôme Viau, répondez. Le champion de la communication. Alors, il va vous répondre. Est-ce que le projet sera livré pendant le mandat ? Ça réussit, c'est la communication. Est-ce que le projet sera livré pendant le mandat ? Est-ce que c'est du vent ? Oui. Vous avez entendu les critiques, vous pouvez y répondre. Merci. Voilà, on voit que M. Camerano, parce qu'il n'est pas présent, parce qu'il ne vient pas dans nos réunions de travail, n'a pas d'informations. C'est comme à l'hôpital, comme le conseil de surveillance. Absolument. C'est la même chose. Et donc M. Camerano, systématiquement, existe en disant du mal. La vérité est tout autre, et vous le savez, vous l'avez vu. D'abord, on a un projet qui a démarré avec une grue, avec une signature avec Monoprix qui va acheter 1600 mètres carrés de foncier qui va s'installer. Le bâtiment, il sera livré en juin. Et le travail, il est en cours, il suffit de passer pour regarder sur place. Nous avons œuvré à ce que nous puissions être dans une démarche qui est opérationnelle, avec, Paul Lezière le disait, des choix, des permis de construire, des purges de permis de construire, un parking qui va coûter effectivement, parce que le garage Roland a été acheté, mais qui va être porté avec 6 millions d'euros de fonds friches pour ces 70 places, et puis des halles couvertes qui seront en haut de ce parking. Et donc ce projet, il est effectivement financé, réalisable dans un agenda qui sera livré dans la mandature. Je parle de 200 000 visiteurs. Aujourd'hui, est-ce que vous savez, M. Camerano, combien nous avons de visiteurs dans le cinéma communal du jeu de ballon ? Pas grand monde.
Pas grand monde, c'est comme d'habitude, vous ne maîtrisez pas les chiffres. Vers 1000. S'il vous plaît. Vers 1000. Exactement. On sait que c'est subventionné à hauteur de 70 000 euros. Monsieur Camerano ne connaît pas les chiffres. Ne jouez pas au professeur, 16 000, monsieur Viau. Ne jouez pas au professeur. Restez sur le fond. 16 000 personnes qui viennent au cinéma de la régie communale et 200 000 personnes pour la discussion avec le plan de financement de Cinéum de Cannes qui a fait ce choix de venir s'installer, pour lesquels nous avons travaillé leur permis de construire, l'architecte des bâtiments de France, la capacité des salles. Et il serait une folie que de remettre en cause le projet Martelly en disant on va ouvrir la gare des bus. On a prévu, comme Laïla Tonnerre le disait, une dépose d'autobus qui justement arrivera sur la buanderie, mais il serait inconcevable, dangereux de remettre en cause ces 6 millions d'euros de fonds friches, de remettre en cause la démarche du travail sérieux qui a été fait par l'administration communale et par la SPL et qui permet demain d'avoir un monoprix. C'est pas du vent, ça c'est les paroles rapides derrière Facebook, derrière les petites phrases assassines, mais sur le terrain on voit que Monoprix va ouvrir, on voit que le travail est en cours, on voit qu'on a acheté le parking du garage Roland, qu'on a déposé les permis et qu'on a travaillé dans une méthodologie où dans la mandature de 2026 à 2029 on aura livré la ZAC Martelly. Sur les inquiétudes de Paul Euzière sur les privés qui ne se sont pas encore positionnés. Il a raison, et Paul Euzière travaille, il est présent dans nos réunions, il a, comme il l'a dit, été présent au jury de sélection, il a choisi l'architecte du parking, on a travaillé sur ces sujets, il connaît les chiffres, il sait qu'on a obtenu 6 millions d'euros de fonds friches qui vont mais il a des doutes sur l'engagement privé. Pardon. Mais il a raison de sur dire le qu'il faudrait être calendrier vigilant. alors. Il faudrait être vigilant. On a eu l'expérience de Bouygues. On a eu l'expérience de Bouygues. Il faudrait être vigilant dans lequel nous devons avoir un travail serré. Ce travail, il est là. C'est pas du vent, c'est pas de la communication, c'est des heures de travail. Mais bien sûr que oui. Vous avez inauguré en urgence à 3 mois des élections. Vous avez convoqué les gens à l'endroit des gens. Vous leur avez donné à manger, à boire pour qu'ils viennent. Mais bien sûr que oui. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Allez, je suis désolé. Il y a eu la bâche en 2020, il y a eu la première pierre et les huîtres en 2026. C'est la réalité. C'est pas faux. C'est pas faux. Paul Euzière, vous voulez préciser quelque chose? Si on donne à manger, à boire, il y a des gens viennent, évidemment. Il y a un travail qui est fait. Paul Euzière voudrait préciser. Un travail qui est visible et un travail que les Grassois connaissent. Juste un petit point d'ordre. En 2020, on a eu le même débat. On a eu un débat ici qui a été très serein. Il faudrait quand même qu'on se respecte les uns les autres. Parce que moi, je suis pour une ville apaisée et une ville rassemblée. Donc on peut être différent, on peut s'affronter, on peut se battre jusqu'en Conseil d'État, Et les Grassois veulent jusqu'en Conseil d'État, mais se respecter. Donc, et moi j'aimerais être respecté et que M. Camerano n'emploie pas de tels propos à mon endroit. S'il vous plaît. Allez, donc rapidement et après M. Sylvier. Ah oui, non, mais Donc il y a deux soucis. Il y a le souci de calendrier parce qu'il y a le souci des investisseurs privés. Et je veux dire quand même un chiffre que j'ai donné, c'est pas un secret, les collègues qui sont au conseil municipal l'ont tous entendu, c'est le bilan de la SPL, dans le bilan de la SPL 2024, on a plus de 10 millions 300 000 qui ont été déjà investis d'argent public, donc qui a été investi dans le projet Martelly. Ça, c'est la partie publique. Partie privée, zéro. Donc, c'est ce que je disais, vous demandez que les privés tiennent leurs engagements. Il faut avoir ces chiffres en tête. Okay. Donc, attention à ce déséquilibre, attention au calendrier, parce qu'effectivement, ça dépend aussi de l'investissement privé. Allez, voilà. Monsieur Siribier, sur cette question. Bien, si vous permettez, moi, je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Viau, notamment sur la gare routière, le déplacement des bus. Parce que je tiens quand même à rétablir la vérité. Lorsque Monsieur Viau dit que le déplacement des bus Zou à la gare routière et qui stationnent aujourd'hui à l'avenue Thiers n'est pas de sa responsabilité, c'est de sa responsabilité. J'ai un courrier en date du 10 février 2025 qui dément totalement ce que dit M. Viau par rapport à cette situation. Que dit la région? Je vous remettrai une copie. En raison du début des travaux liés au projet Martelly, le terminal initial de la ligne Nice-Grasse a dû être déplacé en urgence.
Les services de la communauté d'agglomération du Pays des Grâces nous ont indiqué l'emplacement actuellement en cause. Il est important de préciser que cet arrêt provisoire ne répond pas aux exigences d'exploitation habituelles de la ligne 650 et n'a pas été validé par les services de la voirie de votre ville. Donc, je dis aujourd'hui la vérité, c'est de la responsabilité. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. C'est de la responsabilité de M. Viau. Ensuite, le projet Martelly. Le projet Martelly est comme dirais-je, techniquement, financièrement et urbanistiquement, il est infaisable. Il est infaisable pour plusieurs raisons. C'est un peu tard, non? Là, il est quand même lancé. Non, il n'est pas tard, puisqu'il n'y a pas de permis de construire déposé. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas de permis de construire? Il n'y a pas. Jean-Bio dit que si. Non, il y a 11 permis. Non, mais s'il vous plaît. Monsieur Zière, peut-être vous pouvez permettez. Il y en a 3 permis. Il y en a 15. 3 sur 15. et 0 sur privé. Il n'y a pas de permis privé. Voilà. Donc, il n'y a pas de permis privé. Voilà, c'est ça. Notamment par rapport au cinéma et autres, les logements. Donc, il n'y a pas de permis de construire déposé. Moi, je vais quand même rappeler quelque chose qui est très important. Le mercredi 19 juin 2024, lorsque je suis intervenu au Théâtre de Grâce, j'ai soulevé des inquiétudes à la fois urbanistiques et financières. J'ai posé la question de savoir quel est le montage financier ou le coût du projet Martelly. Monsieur le président candidat maire sortant m'a répondu 75 millions d'euros le projet Martelly. Le 8 décembre 2025, lors de la pose de la première pierre, une pierre qui sera très lourde de conséquences en termes financiers, il a été dit 90 millions d'euros. Donc entre le 19 juin 2024 et le 8 décembre 2025, 15 millions d'euros d'augmentation en 1 an et demi, soit moins d'1 million d'euros d'augmentation par mois. Donc, moi je ne suis pas serein. Contrairement au candidat maire sortant, il est très serein. Mais moi, en termes de sérénité, quand je vois que des 75 millions, on passe à 90 millions d'euros, il faut s'en inquiéter. Mais si demain vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites de ce projet? Très bien, qu'est-ce que nous allons faire par rapport au projet Martelly? Il est totalement impensable de surlever le parking de Monoprix avec 45 logements. Nous, notre projet alternatif, c'est un projet alternatif moins coûteux, plus sécurisant et plus vertueux. Il va consister en quoi? Il va consister à installer au-dessus du parking de Monoprix une halle marchande couverte ou ouverte pour permettre de retrouver les traditions des marchés de fleurs, de produits bio, etc., etc. Ensuite, deuxième point de notre projet Martelly, c'est de revitaliser l'îlot Calin qui a été démoli avec un permis de démolition. Je tiens à dire qu'il y a un recours qui a été initié au tribunal administratif parce que nous soupçonnons qu'il y a des potentielles infractions au code de l'urbanisme. Donc l'îlot Calin, nous allons le revitaliser. Et ensuite, comment peut-on faire... Qu'est-ce que ça veut dire, revitaliser? Ça veut dire quoi? Pardon? Revitaliser, ça veut dire? Mais je parle de l'îlot Calin qui a été démoli où nous allons planter une forêt urbaine. Très bien. Très bien. Ça va être générateur de beaucoup de ressources financières pour améliorer l'équilibre financier. Une forêt urbaine dans un îlot que vous avez démoli. Ça va amener du dynamisme, du monde, deuxième point, et de la charge foncière pour financer le projet. Deuxième point, votre projet Martelly, 90 millions, est inférieur à ce que nous proposons. Et troisième point, comment peut-on concevoir? Alors, quand il va falloir comment peut-on concevoir? Comment peut-on concevoir? On peut pas entendre n'importe quoi. S'il vous plaît, je vous ai pas laissé. Vous n'êtes pas serein, monsieur Viau. Je suis très serein. Par contre, on ne peut pas dire n'importe quoi. Avançons parce que on n'a pas beaucoup de temps. Troisième point et dernier point. Troisième et dernier point. Nous allons, comme je le dis, comment peut-on concevoir un projet Martelly sans mobilité? Tout est intimement lié dans la gare routière. Je veux bien débattre, mais on ne peut pas entendre n'importe quoi. Et ensuite, nous allons terminer pour créer plus d'attractivité, pour accompagner le projet Martelly dans l'ancien hôtel des parfums. Nous allons remettre des zones bleues comme c'était avant. Jérôme Viau. Monsieur Viau, vous vouliez répondre? Et après, j'aimerais quand même prendre la parole. Excusez-moi. Juste sur le financement. En fait, on a l'impression que c'est la ville qui finance le Martelly. Et on a l'impression que c'est pareil, de la même façon
subvention pour la médiathèque. Mais en fait, ça n'est pas la ville uniquement qui finance, c'est des fonds publics, c'est de l'État. Donc cet argent-là, c'est la raison pour laquelle la concertation est très importante, monsieur le maire sortant, c'est de l'argent public, donc ça doit profiter aux habitants. Et donc la médiathèque, ça a été un projet d'ailleurs qui vous a été... Enfin, on a cru que c'était vous, mais ça ne vient pas de vous, parce que la médiathèque, depuis 2013... Depuis 2013, bah oui, depuis 2013, c'est la ville, hein. J'étais à l'université j'étais à l'université quand on parlait déjà en politique de la ville lorsque le projet est sorti. Et donc en fait c'est un projet qui est un projet d'État avec plusieurs financeurs dont les banques du territoire, etc. Savez, donc ça n'est pas uniquement les Grassois qui vont payer. On doit se réjouir qu'il y ait des partenaires supplémentaires qui viennent. On doit se réjouir que ce ne soit pas que les Grassois qui payent. Et je crois en tout cas qu'on ne peut pas... c'est bien qu'on débatte, moi je veux débattre et je suis très fier de débattre avec vous. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas dire le projet financièrement il est difficile et en disant on n'aura pas de cinéma mais on va mettre 10 arbres. Ça ne va pas rapporter... Monsieur Viau, il n'y a pas d'investisseur privé. Il vous a laissé terminer. Oui, s'il vous plaît, un petit peu de respect pour... Non mais bien sûr, il n'y a pas d'investisseur privé. Moi je veux bien tout entendre. On peut avoir une démarche dans laquelle on peut penser différemment. On peut amender des projets. On peut les co-construire. C'est ce que nous faisons avec la maison du projet. C'est ce que nous faisons avec Paul Eusière. On travaille ensemble pour amender des projets. Mais on ne peut pas arriver en disant si nous sommes élus, il n'y aura pas de cinéma, pas de charges foncières, pas de vente d'appartements et on va mettre 10 arbres et le projet il va être plus fiable financièrement parce que ça va ni apporter de l'attractivité à la ville, contrairement à ce que dit M. Siribier, et ça va ni apporter un équilibre économique dans ce projet. On a une ZAC, on a des charges foncières, on a pensé à densifier la ville sur la ville pour éviter d'ailleurs d'aller construire à l'extérieur et miter et consommer le territoire grassois. On veut densifier, faire des logements pour des actifs, densifier Martelly, vendre de la charge foncière pour équilibrer l'opération, mais c'est pas en plantant 10 arbres, en disant on va faire une mini-forêt entre la gare routière et le théâtre, que ça va générer du flux, de la fréquentation et de la trajectoire pour notre ville. En tout cas, je suis sûr de ça. Et on doit se réjouir, au contraire, d'avoir eu 6 millions d'euros de fonds friches et une remise en cause viendrait, si par malheur M. Siribier devenait maire et qu'il choisisse d'arrêter Martelly, il rembourserait 6 millions d'euros de fonds friches, 6 millions d'euros de fonds friches à l'État. Voilà. Ça, c'est des incohérences qu'il faut quand même souligner. Et comme on est tous ensemble, c'est bien de se dire la vérité. Si vous êtes maire demain, vous arrêtez le projet ? Je prends l'engagement solennel, comme je le dis. Je suis élu maire le 15 mars 2026. Ce projet Martelly, nous n'allons pas le faire parce que les Grassois, pas le faire en l'état. Les Grassois attendent ce projet. Est-ce que les Grassois attendent ce projet ? Les Grassois attendent ce projet. Les Grassois attendent ce projet de 90 millions, entre 75 millions. Alors, on ne va pas refaire la bataille des chiffres, messieurs, s'il vous plaît. Mais qui nous explique cette augmentation, de 75 millions à 90 millions d'euros. On a compris, vous l'avez déjà dit, il n'y a pas de souci. Monsieur Siribier, arrête Martelly s'il est élu. Comme ça, les Grassois, on va avancer. Pourquoi il faut choisir. On va passer à la thématique suivante. Il y a un projet alternatif. Je préfère entendre. Merci. On va passer à un autre projet qui va vous passionner tout autant. C'est celui de la circulation, du trafic. Transport et de la mobilité. Et des transports. Voilà. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce point-là. Monsieur Eusière, vous allez pouvoir commencer. Alors, non, juste un point. Pas de chiffres sur Martelly, s'il vous plaît. Non. Je vais pas donner un chiffre, mais une précision. Simplement, et je pense que Monsieur Viau confirmera, l'apport de l'État au travers de l'ANRU et sur le projet Martelly stricto sensu est vraiment très minime. Très minime. Mais il y a quand même de l'argent qui provient de plusieurs établissements publics. Public, oui. Mais pas de l'État. Non, mais la question, c'est de savoir si on arrête le projet, si on le rembourse ou pas. Bon, on va clore on voit bien que vous n'êtes pas d'accord et vous avez... Non, on est d'accord. Il y a 5 800 000 euros de fonds les 5 de l'État et du préfet de région. Il faut qu'on avance sur les dossiers qui sont concrets aussi. Et qu'il faut rembourser si le projet ne va pas au bout et si c'est arrêté par M. Siribier demain. Sur le trafic, quelle solution, le trafic routier, la circulation, quelle solution concrète vous proposez pour revoir le plan de circulation, s'il faut le revoir, et pour désengorger certains points sensibles dans la ville de Grasse? La première chose qu'il faut faire, c'est un audit.
de circulation. Parce que ce qui a été créé est difficilement maintenant inversable aujourd'hui. Parce qu'il y a des dispositions, des aménagements qui ont été pris qu'il va falloir inverser ou qu'il va falloir modifier. Donc il faut faire un état des lieux et ensuite voir combien coûterait un rétablissement, par exemple, du double sens du jeu de ballon, ce qui est possible. Mais coûteux. Avec un coût énorme. Très coûteux. Énorme, je ne sais pas. Coûteux, sans doute, mais on dépense de l'argent pour d'autres choses, hein, grâce. Et ça serait une priorité. Oui, voilà, ça serait un de vos choix politiques, c'est-à-dire que vous assumerez de faire ce choix sur le budget de la ville. Oui, parce que je pense qu'il faut rétablir le plan de circulation. Ensuite, au lieu de donner des permis de construire et puis après de se dire que la voirie, les aménagements publics, les jardins, les espaces publics ne sont pas suffisants, peut-être qu'il faudrait faire l'inverse. Commencer par avoir les routes, la voirie suffisante et ensuite accorder les permis de construire. Parce qu'aujourd'hui, on est avec une voirie qui date des années 70, grosso modo d'Angrasse. On a multiplié les permis de construire, on a accordé les permis de construire, y compris d'immeubles, je pense dans tout le quartier de la gare SNCF, où c'est de la folie, sans qu'il y ait le moindre aménagement nouveau qui permette de délester les flux de circulation actuels. Et ça devient infernal. Donc pour vous, l'urgence, c'est cette espèce d'audit non, pas un espèce, un audit. Un audit, on prend le temps qu'il faut pour repenser complètement. Oui, avec la participation des Grassois et des Grassois du centre-ville et des quartiers. Mais c'est une urgence. Et en leur proposant notamment le rétablissement en double sens du jeu de ballon. Entre autres. Mais il faut faire les propositions. Pas seulement. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut les chiffrer, quoi. Monsieur Camerano, à vous. Sur cette question de la circulation. La circulation et les transports, c'est lié aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est lié. Donc pour le double sens de circulation, effectivement, ça passe par une phase de réflexion. Et il faut le chiffrer. Parce qu'on ne peut pas dire on va remettre un double sens ou on va changer le sens. Vu le chiffrage, je pense qu'on ne va pas pouvoir le faire dans la mandature suivante. Mais ça, c'est mon avis personnel. Concernant le transport, on ne peut envisager de parler de transport s'il faut le cadre de l'agglo, en fait. Parce que quand j'ai dit que je remettrais la farandole gratuite, j'ai été raillé par certains supporters de M. Biot, ce qui aboie tous les 6 ans, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'agglo, quand on voit qu'à l'agglo, on a renfloué Moventis à hauteur de 19 millions d'euros, quand on voit qu'on s'apprête à faire un bus à haut niveau de service entre Montsartou et Grasse, qui est évalué au départ à 80 millions d'euros. C'est pas une bonne idée selon vous ? Non, mais attendez, non, c'est pas une bonne idée parce qu'on a déjà le bus et on a surtout le train entre Montsartou et Grasse. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est certainement pas ce projet. Et donc moi je vous dis, avec les 80 millions d'euros qui sont pas la totalité à la charge de la ville, j'en conviens. Les 19 millions d'euros qu'on a versés à Moventis, les 2 800 000 euros pour une passerelle qui est en construction entre la Roque pour rentrer dans la vieille ville, les 1 500 000 euros de charges de personnel à la médiathèque, parce qu'on parlait du financement. Mais ce qu'on fait, le BHNS, moi je l'arrête, je l'abandonne, je vous le dis. Et je vais pouvoir financer plusieurs farandoles avec plusieurs chauffeurs, parce qu'avec des millions d'euros, moi je finance. Et je baisse, effectivement, comme je l'ai dit, je baisse aussi le niveau de, comment dirais-je, la communication de monsieur le maire. Le service, quand monsieur le maire se déplace, au bas mot, vous avez un ou deux photographes, vous avez 3 ou 4 policiers municipaux. On dit dans les charges, mais c'est très simple, les charges personnelles qui sont liées au service communication, je les baisse et je les affecte sur la farandole pour financer par exemple un ou deux chauffeurs dans un premier temps. Mais on est dans un périmètre de l'agglo. On est dans le périmètre de l'agglo et c'est des millions d'euros qui ont été jetés en l'air. Donc le BHNS, chez moi, c'est niet. Le problème d'invectiver le maire sur cette question-là, c'est qu'on est obligé de lui donner la parole. Oui, il va répondre. Et on va perdre du temps. Voilà. C'est pas un problème. Oui, mais je suis obligé de parler quand même. Je peux pas. Donc, si à chaque fois que je pose une question sur les transports, Monsieur Camerano, j'ai parlé des transports. Je parle. Et de la communication. Et là, on est obligé de donner la parole à Jérôme Biot. Non, mais j'ai parlé des communication. Non, mais j'ai parlé des transports. Pour nous parler des transports. Non, mais la farandole, ça fait partie des transports.
la farandole, on est d'accord. Je suis obligé d'évoquer quand même. Je vais vous parler de transport parce que moi... Si à chaque fois vous me dites je prends la parole, mais monsieur Hugo va répondre... On parle de circulation ou transport? Parce que moi, j'ai parlé uniquement... C'est monsieur Camerano qui a fait le lien et qui... Ah oui, non, mais alors du coup, parce que moi aussi... On va y revenir sur on reviendra vers le BHNS et sur vous. Vous imaginez bien que vous allez réagir sur le BHNS notamment. Jérôme Viau, sur la communication et derrière sur les projets transport. La question... Circulation, transport. Il n'y a aucun souci sur la farandole. C'est pas ça qui me dérange, c'est qu'on est obligé de répondre sur un thème qui a pas grand-chose à voir. Moi, je vous réponds avec plaisir parce que c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Contrairement à monsieur Camerano, j'ai un projet et je ne suis pas obligé d'attaquer les autres pour exister. Donc, ça fait... Alors, allez-y sur les transports. Si vous voulez pas répondre sur la communication, allons-y. Ça fait 3 fois que vous le dites. Monsieur Camerano, ça fait 3 fois que vous le dites. Monsieur Camerano dit, moi je baisserai les frais de communication de la ville de Grasse. Absolument. Est-ce que vous savez combien c'est les frais de communication? Entre 200 et 250 000 euros. 210 000 euros par an. Absolument. Voilà. Combien ça coûte de remettre une farandole dans toute la ville? Un financement, le financement du chauffeur. Combien ça coûte? De financement du chauffeur chargé, c'est 50 000 euros. Pas des chauffeurs, des véhicules, des chauffeurs. Ça coûte beaucoup moins, monsieur Viau, beaucoup moins que le BHNS et que les 19 millions d'euros de Moventis. Ne comparez pas. Et on parle de funiculaire parce que les Français ne savent pas peut-être. On continue à payer le funiculaire jusqu'à 2041. Qui a pris le funiculaire ici dans la salle? Personne. Monsieur Camerano. 18 millions d'euros qu'on continue à payer. Allez-y, répondez. Et monsieur Viau se fait le champion de la gestion. Monsieur Camerano, s'il vous plaît, on va laisser monsieur Viau répondre. Mais je ne suis pas agressif, monsieur Viau. Vous pouvez pas être agressif. Pas du tout. Allez-y. Vous êtes en difficulté. Répondez. C'est parce que vous êtes en difficulté. Ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible. Vous pouvez pas être je ne crois pas que le débat soit... C'est pas parce qu'on ose la voix qu'on est agressif. Vous êtes agressif. Merci de laisser vous m'entendiez mon message. Répondre. Monsieur Camerano viendra sur la question des transports. Monsieur Camerano, donc sur la question des transports, on a bien compris. Vous n'êtes pas d'accord sur la communication. De la circulation. Non, mais c'est ça. La circulation et les transports. La problématique... Non, mais s'il vous plaît... Monsieur Camerano annonce... Juste finir, monsieur Viau, de répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Qu'en enlevant 210 000 euros de frais de communication, quand il enlève le kiosque, il enlève tout, il va financer... Non, j'enlève le personnel qui vous suit. Vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît. J'enlève les photographes qui vous prennent en photo matin, midi, soir. Monsieur Camerano... Allez, Jérôme, allez-y. Monsieur Camerano... Oui, c'est moi, monsieur Camerano. Vous l'avez répété 50 fois. Laissez parler, monsieur Viau. On va pas avancer. Après, il ne faudra pas venir nous dire qu'on n'a pas pu tout aborder. Voilà. Donc moi, je vais répondre. Donc je me tais. Et vos concurrents sont très en retard sur le temps de parole, donc c'est eux qui auront un boulevard derrière. Je préfère vous le dire. Voilà. Moi, je vais répondre parce que j'ai un projet, moi. Avançons sur la circulation. Et donc, quel est le diagnostic et vos propositions? On ne peut pas dire je ferai une farandole de cette manière parce que ça implique une communauté d'agglomération qui doit faire des choix. On ne peut pas dire, moi, j'arrêterai le bus au niveau de service parce qu'il dépend d'une collecte du versement transport et qui a une obligation de mettre en œuvre un projet de déplacement dans la communauté d'agglomération et pas parce que M. Camerano décide de là à là. Un projet de bus au niveau de service. Vous pouvez me laisser... Péménat de grâce. Monsieur Camerano, le BHNS. On va pas y arriver. Hein. C'est pas très correct. Mais si on s'écoute pas, c'est pas très pas correct un débat. parce qu'on s'écoute pas. Enfin, ou vous ne nous écoutez pas. Allez-y. Donc un bus à haut niveau de service, ça doit être tenu sur une communauté d'agglomération tout entière. Et c'est pas comparable avec une farandole. C'est quelque chose qui doit irriguer un territoire. Et c'est un raccourci assez fort de dire entre Montsartou et Grasse, c'est une mauvaise idée parce qu'un bus à haut niveau de service, il va desservir des zones d'activité, il va desservir Robertet, il va desservir le Collège des Jasmins, Axe 85, Auchan. Mais il y a déjà un réseau de transport en commun qui permet de faire ça. Mais il va être maillé différemment. Et c'est... S'il vous plaît. Il va être maillé différemment. Sérieusement, on va pas... il va être maillé passer différemment. Notre soirée à faire ça. Et il va permettre aussi à ce que les entreprises qui payent le versement transport puissent avoir quelque chose qui irrigue le territoire. Et donc c'est pas aussi simple que ça. C'est pas des raccourcis derrière Facebook en disant. Non, voilà, mais le BHNS n'est pas partagé par tout à fait. Monde, mais on peut pas également. Mais on peut pas annoncer unilatéralement l'abandon d'un projet comme ça. Évidemment, et on peut pas le remplacer par un projet communautaire.
communal. Mais est-ce que vous comprenez qu'il puisse doublonner aussi avec le réseau existant, le train et les bus? Si c'est pas expliqué, ça peut être compris comme ça. Leïla Tonnerre, sur la circulation, vous l'avez vu, on peut parler aussi des transports. Tout le monde pourra s'exprimer sur le BHNS et les transports. Hein, oui, pour nous, donc, pour notre liste, qui est donc... nous, l'écologie, c'est une question qui est très importante. Et donc, le transport, c'est transversal. C'est un sujet qui est très important. Il est urgent, en fait, que les Grassois se saisissent du transport en commun. Parce qu'en fait, on est dans une ville qui est tout voiture. Et en fait, on est en 2026. Et à un moment donné, il va falloir qu'on arrête chacun, individuellement, de prendre nos voitures, de polluer, notamment polluer les abords des écoles. La ville, elle est congestionnée, vous le savez tous et toutes. Donc là, il faut urgemment, en fait, qu'on crée un réseau de transport fiable et abordable. Parce que l'un des éléments qui est important quand on prend les transports en commun, il faut qu'on puisse arriver à l'heure au travail. Et là, actuellement, c'est pas le cas. Il y a plein de gens il y a plein de Grassois et de Grassoises qui ne prennent pas le bus parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à l'heure au travail. On a regardé les chiffres parce que nous, on a travaillé à l'Union solidaire et populaire pour Grasse dans notre liste. On a regardé, on a vu les chiffres, c'est 73% donc du déplacement 4G qui est en voiture. Donc c'est confirmé par les chiffres. Tout le monde prend sa voiture ici. On veut développer la mobilité douce, nous à Grasse, avec des vélos et avec. Comment on fait justement dans le cadre existant? Mais il y a plein. Dans le plan de circulation pour développer la mobilité douce. Peut-être écouter les propositions déjà. La mobilité douce, c'est quelque chose qui est pratiqué dans plein d'autres villes, et notamment aussi par voie pédestre. La voie pédestre, alors chacun le sait, quand on vit dans un hameau à Grasse, on sait qu'on peut même marcher à pied, c'est dangereux, il n'y a pas de trottoir dans plein d'endroits. Et il y a des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer dans différents endroits de la ville parce qu'en fait les trottoirs ne sont pas praticables. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut régler pour le bien de tous. Là, il n'y a pas de problème. Aussi, on a regardé les chiffres, 19% des parents prennent leur voiture donc le matin et l'après-midi et le soir pour aller chercher leurs enfants à l'école. 19%, donc ça c'est aussi un chiffre qu'on peut baisser. Notamment, nous on propose de mettre des pédibus, donc c'est un moyen de transport pédestre pour les enfants. On a fait un événement de campagne, c'était super. Les enfants étaient ravis de commencer l'école sur le trottoir avec des gilets jaunes, avec leur petit goûter et aller tous ensemble à l'école. Ça c'est des éléments qui sont simples, qui sont gratuits, qui sont pas chers, parce que pas gratuits, parce qu'on a prévu de former peut-être des agents municipaux pour amener les enfants à l'école avec des parents volontaires. Après, donc tout ça. Après, il y a aussi le projet. Je vous invite à aller le regarder. Ce serait bien qu'on m'écoute. Oui, s'il vous plaît. Et sur le BHNS derrière. Et le BHNS, effectivement, c'est un projet de transport en commun, donc quelle est votre position? Nous, à l'USPG, évidemment qu'on est contre ce projet qui est effectivement très cher. Et nous, on propose un projet alternatif, celui qui va c'est la ligne Est-Ouest qui va relier Châteauneuf et Le Tigné par le système d'un bus rapide. Donc, vous pouvez aller voir nos propositions sur notre site uspgrasse.fr et reconstruire le viaduc de Sainte-Anne. Voilà, ça c'est un moyen de rentrer dans la bifurcation écologique. Oui. Merci Leïla Tonnerre. Monsieur Siribier et après. La problématique de la circulation, il faut la lier intimement au fait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a une forte urbanisation liée à la délivrance des permis de construire sans que, évidemment, les infrastructures routières suivent. C'est-à-dire qu'on met toujours la charrue avant le bœuf. Donc ça, c'est une problématique fondamentale. Et ensuite, il faut réfléchir avant de délivrer des permis de construire, dire qu'est-ce qu'on fait derrière en termes de circulation. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est aussi, notamment, comme je l'ai dit précédemment, c'est de développer un service de transport en commun de qualité pour décongestionner les voies de circulation. Le bus à haut niveau de service, pour moi, c'est infaisable. Techniquement et financièrement, très coûteux. Parce que nous avons déjà des lignes de bus qui font Grasse-Montsartou, on a le train. Parce que pourquoi ce bus à haut niveau des services? Avec un taux de versement le plus haut possible. 1,75% de taux de versement. C'est quoi le taux de versement? Expliquez. Le versement mobilité. C'est le taux le plus haut.
1,75%. C'est-à-dire que les entreprises versent ce taux sans que la qualité des transports en commun soit déjà au rendez-vous par rapport à la situation de déliquescence que nous vivons au niveau des transports en commun. Pourquoi le bus à haut niveau des services? Tout simplement parce qu'il faut, à un moment donné, compenser ce qui n'a pas été fait, qui était aussi problématique, c'est le funiculaire. Parce que il aurait fallu, parce que le funiculaire n'étant pas été fait, il fallait trouver une autre possibilité, qui est le bus à haut niveau de service. Mais moi, j'estime que avant de faire ce bus à haut niveau, il faut faire un état des lieux de ce qui n'a pas été fait avant par rapport au film, parce qu'il y a des études qui ont été faites, etc., etc. Donc, pour moi, le bus à haut niveau de service est infaisable, ça va coûter très cher. Il faut développer les transports en commun de qualité entre Grasse et Montsartou. En tout cas, vous êtes tous pour l'instant d'accord sur le fait que le réseau de transport en commun n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce que le maire élu dans le futur peut faire pour améliorer tout ça? Monsieur Euzière, c'est le moment de parler de transport. Moi, oui. Non, mais je le dis parce que tout. Non, mais merci. Vous avez raison de préciser. Non, mais les deux visions se valent. Hein, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste qu'effectivement, vous n'en avez pas parlé. Non, tout à fait. C'est pour ça que je le précise. Donc, je vais parler du BHNS. Notamment, mais et du réseau de transport en commun. Je vais parler du BHNS. Le BHNS, nous sommes contre. Je vais dire pourquoi. Il y a 5 lignes actuellement de transport. Il y a 3 opérateurs et il y a 5 lignes. Il y a premier opérateur, la SNCF, Grasse-Montsartou, 7 km. Donc, il y a la SNCF, il y a 3 lignes sillage et il y a une ligne ZOO. C'est-à-dire que la section Grasse-Montsartou, elle est largement desservie. Les usagers ne vont pas se multiplier avec le nombre de lignes qu'on va créer, évidemment. Donc, ça sera la même population d'usagers qu'il faudra se partager. Donc là, il y a déjà un risque au niveau de l'équilibre du fonctionnement. Mais il y a surtout un investissement. Il faut savoir d'abord que tous les BHNS, tous, sans exception en France, sont déficitaires. En investissement, il y a des dépassements qui, au minimum, sont de 15 à 80%. Il faut le savoir, ça, dans l'investissement. Ensuite, ils sont déficitaires en fonctionnement. Tous. Il y a eu une excellente réunion hier soir à Spéracède à ce sujet, où un spécialiste, un universitaire spécialiste, a démontré, non pas particulièrement celui de Grasse, mais a parlé des BHNS de manière précise en France. Ça, c'est la réalité. Mais donc, du coup, pardon, parce que j'aime bien être précis. D'arrêter le projet. Non, mais écoutez, l'essentiel, c'est pas ça. C'est de donner un certain nombre d'informations oui, non, mais tout à fait. Mais c'est de savoir ce que vous ferez aussi pour changer... Investissement, pour le moment, on est à 60 millions d'euros, 450 parcelles de foncier qu'il faut acquérir. Donc on sera soit à 70, soit à 90 millions d'euros d'investissement. 12 millions de subventions dans le meilleur des cas attendus. Dans le meilleur des cas. Donc on double l'endettement de la CAPG, qui est de 53 millions d'euros aujourd'hui. On le double. C'est l'agglo, hein, je précise. Oui, de la CAPG, c'est l'agglo. Non, mais vous faites jamais. Vous avez raison. Bon, et donc voilà le risque. Donc moi, j'arrête ce projet. Par contre, on est tenu, parce qu'on est à 1,75% de prélèvement de la taxe transport, du versement de transport devenu versement mobilité, qui est versé par toutes les entreprises de plus de 11 employés. Entreprises privées et entreprises publiques. L'hôpital de Grasse, la mairie, la communauté d'agglo versent le versement mobilité. Donc, on est tenu, parce que depuis 2012, on est à 1,75% de prélèvement. On est tenu de réaliser un transport en commun en site propre. Donc, par quoi le remplacer? Je pense qu'on ne peut pas mettre l'argent, en tout cas tout l'argent, qui irait au BHNS dans la farandole.
Je suis aussi pour le rétablissement de la farandole, qui doit être négociée dans le cadre de l'agglo, parce que c'est l'agglo. Mais par contre, alors la proposition, c'est de faire, et on avait commencé à l'étudier en commission de transport de l'agglo, un escalator, de chercher les possibilités d'escalator entre la gare SNCF et le centre-ville de Grasse. Ça peut être mis à l'étude, ça a commencé à l'être, et puis ça a été abandonné, je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Jérôme Biot, peut-être rapidement. Oui, on ne peut pas avoir un discours dans lequel on constate que les routes sont embouteillées, qu'il y a beaucoup de véhicules, et être dans une démarche en disant on arrête systématiquement les projets qui vont permettre justement d'alléger la circulation. Un bus à haut niveau de service, il a 3 objectifs. D'abord, répondre à la loi, d'une démarche dans laquelle on thésaurise un versement transport, tout le monde l'a dit, pour faire un projet au service des entreprises qui financent. Irriguer le monde des entreprises pour amener des salariés à l'endroit de l'entreprise avec une fiabilité du transport qu'il faut encore faire progresser. Et sur ces sujets, il y a quand même un certain nombre de sujets sur Grasse où on a traversé du dur, on a rétabli une fiabilité du transport depuis peu, mais on a traversé des années catastrophiques sur, je dirais, l'organisation du transport et sur la régularité des bus qui arrivent aux entreprises. Donc moi, je suis dans une démarche où j'entends les messages en disant il faut arrêter le BHNS, il faut arrêter, mais on ne peut pas avoir un constat en disant il y a trop de voitures et pas mettre un projet qui va enlever des voitures en fiabilisant le transport en commun et en permettant justement à des personnes d'être d'abord avec des outils de covoiturage. Il y a quand même eu des propositions faites par chacun. Non, c'est des propositions à l'échelle d'une ville. Une farandole, c'est à l'échelle d'une ville, et un bus à haut niveau de service, c'est à l'échelle de 23 villes, d'une agglo. Et il n'y a pas de moyen d'améliorer ce réseau de l'agglomération sans faire ce BHNS ? Alors, il faut faire les deux. Il faut à la fois irriguer, mais on est dans une ville où une communauté d'agglomération où on n'a pas les mêmes besoins qu'à Cannes ou à Nice. Quand vous devez desservir avec des lignes de bus Saint-Auban, Escranol, Caille, Grasse et Montsartou, vous avez un travail à la fois dans la programmation des lignes qui est différent que dans l'urbain. Et donc il faut prendre ça en compte parce que les villes du moyen et du haut pays ont besoin de cette démarche de la communauté d'agglomération. Et c'est ce que nous faisons, et ce depuis de nombreuses années. Merci. Le BHNS à Saint-Auban, il ne va pas y aller jusqu'à là-bas. Hein. C'est pas prévu. C'est ce qu'on essaie de démontrer justement. Il nous reste 20 minutes, hein, donc il va falloir être discipliné s'il vous plaît, parce qu'on a quand même des dossiers importants à voir, notamment le logement, la sécurité et maintenant les prix des parkings. Ça aussi c'est très concernant pour les Grassoises et les Grassois. On en a parlé tout à l'heure, on va repartir dans l'ordre initial, donc chacun s'exprime l'un après l'autre. Monsieur Camerano, est-ce que vous trouvez que les parkings sont trop chers à Grasse, et surtout, si c'est le cas, quelle solution, comment on travaille avec les délégations de services publics? Donc il y a des parkings qui sont gérés en régie, que les Grassois ont payé depuis des années en fait. Comme pour les parkings des hôpitaux. Donc si nous sommes élus, donc les parkings en régie deviendront gratuits. Et pourquoi ils deviendront gratuits? Parce que ces parkings, comme je vous le dis, ont été payés depuis des dizaines d'années. Et vous me dites, oui, mais il y a le taux de rotation, comment on va faire, etc. Ben c'est tout simple en fait. Plutôt que de payer des gens à surveiller une barrière et un distributeur automatique, ben on enlève tout ça et on met en place des vidéoprotections, de la vidéosurveillance, avec l'arrivée enfin de l'intelligence artificielle pour gérer une partie de ce lot de parking. Ça, c'est 2026. Ça veut dire ensuite, il y a le parking de la clinique du Palais qui a été acquis. Ça, c'est une bonne chose en régie. Évidemment, on ne pourra pas le rendre gratuit de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un endettement en face. Donc, s'il y a un endettement, il faut de la ressource. Pour les parkings qui seront gratuits, ça sera sur une durée limitée. Le principe de la zone bleue. Deux choses. Il y a le stationnement de surface, c'est la zone bleue. Mais pour que la zone bleue puisse vivre et soit efficace, il faut qu'elle soit dynamique. Si vous mettez la zone bleue et qu'il n'y a personne qui passe, ça ne va pas marcher, vous allez avoir des véhicules tampons. Donc ça, c'est la première chose. Là où M. Vieux met des paramètres, moi je mettrais des terrasses de café. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau des parkings, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont déjà propriétés de la ville, on les rend gratuits. Les autres,
comme le parking de la clinique du Palais, comme je vous le disais, il a été acquis. Ça, c'est une bonne chose en régie. Il y a un concours de 7 millions d'euros dessus. Donc, en face, il faut de la ressource. Donc, vous ne pouvez pas le rendre gratuit immédiatement, bien que l'accès à la santé, à mon sens, pour se garer, ça doit être gratuit. Mais dans l'immédiat, ça ne sera pas possible. Voilà les deux choses que je souhaitais dire. Je vais m'arrêter là. Non, Monsieur Euzière. Bon, écoutez, la gratuité des parkings... D'abord, premièrement, il n'y a plus de parking en DSP. Au 1er janvier 2027, tous les parkings reviendront à la régie municipale. Donc, il faudra trouver... Géré par la ville et plus par un privé. Et j'en suis très fier. Tout à fait. On arrive vers vous à la fin de ce tour de table. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut maîtriser le prix. Et moi, je suis très fier, depuis mes 20 ans, de m'être battu contre les délégations de services publics. C'est vrai. Voilà. Bon, donc ça, c'est autre chose. Mais je veux dire que, premièrement, tout sera donc, il faut trouver un équilibre. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut trouver un équilibre de fonctionnement de la régie. La régie, elle ne peut pas être en déficit. Hein. Bien. Alors, nous allons passer... Donc, ça ne peut pas être gratuit. Donc ça ne peut pas être gratuit mécaniquement, ne serait-ce que parce qu'il y a des emprunts à rembourser. C'est ça ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'on peut pas l'arbitrer par un choix budgétaire? On met l'argent dans la gratuité des parkings et pas ailleurs, ça s'entend? Non, on peut pas. Non, avec une régie, non. Il faut que la régie ait son équilibre. Effectivement. Et oui, c'est légal. Ah oui, non, mais voilà. On peut proposer n'importe quoi, mais il faut après aussi. Donc on imagine quoi? Des tarifs peu chers, des abonnements, des. Oui. La gratuité n'est pas. La gratuité dans le cadre concret des parkings grassois n'est pas possible. Non, mais ça tout le monde le sait. Alors, mais et les grassois aussi. Enfin, je pense que c'est important de le dire. C'est pas possible. Donc, par contre, moi, nous sommes, grâce à tous, pour une gratuité de 3 heures par jour pour les grassois, pour que les grassois reviennent au centre-ville. Ça demande un effort, ça demande un équilibre des finances de la régie, mais il faut que les parkings aussi contribuent à redynamiser, à rendre possible le retour des grassois vers le centre-ville. Ça veut dire qu'à la 4e heure, par exemple, c'est bien plus cher. Ah oui. C'est cher. Ça commence à être très... Oui, parce que c'est exponentiel ensuite. Voilà. Juste 30 secondes, si vous permettez. Vous me dites que c'est pas possible. Pourquoi c'est possible de se garer gratuitement à Montsartou et c'est pas possible de se garer gratuitement à Grasse? Expliquez-moi pourquoi, en fait. Je pense que c'est Expliquez-moi pourquoi. Alors, j'ai pas le... C'est le cas. Simplement parce qu'ils ont... C'est le cas aujourd'hui. On a ce grand parking à Montsartou. Est-ce qu'ils ont une régie municipale? Non, ils n'ont pas de régie des parkings pour la bonne raison qu'ils n'ont pas de régie de parking. Mais il est en surface, le parking. Et voilà, tous les parkings sont... Ah non, c'est pas un parking surface. Il y en a un seul qui est le parking communautaire. Quand tu rentres à droite, là, quand tu arrives à Montsartou. Le parking communautaire. Il est gratuit. Qui est le parking dit d'intérêt communautaire sur lequel il y a eu de longs débats et on ne va pas recommencer les débats. Qui a coûté 9 millions d'euros. Non, surtout, c'est pas à Grasse. En tout cas, à Grasse, on est sur un parking pour vous, Paul Euzière, qui serait gratuit les 3 premières heures. Voilà. Pour les point final. Et la régie municipale est une bonne chose, selon vous? Je suis convaincu qu'il faut une régie municipale et je me réjouis qu'elle se soit développée et qu'elle se soit renforcée. Ceci dit, en passant du nombre de parkings qu'on avait à gérer, de places de stationnement qu'on avait à gérer, au nombre auquel on sera en 2027, au 1er janvier 2027, je crois qu'on sera à 2000 et quelques places de parking. Ça va demander, avec des emprunts que nous n'avions pas jusqu'à aujourd'hui, il va falloir être très très attentif à tous les équilibres. Donc je dis 3 heures, c'est un effort énorme. 3 heures l'hiver. Un peu moins l'été. Et 2 heures les 3 mois d'été. Monsieur Siribier. Moi, je fais un constat que les prix des parkings sont prohibitifs. Ils sont prohibitifs dans ce sens que c'est dissuasif parce que ça dissuade les gens de venir dans le centre-ville. Et moi, peut-être que je vais modérer les propos par rapport à la régie municipale. Au 1er janvier 2027, les parkings vont être repris en régie municipale. Mais je n'aurais pas fait comme ça a été fait.
c'est-à-dire résilier par anticipation des parkings en payant une pénalité de plus de 2 millions d'euros. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à la place de M. Viau? Juste serait le 15 mars 2026. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tout simplement fait des mises en demeure à la société Indigo de remettre en état le parking de la Fuchs. Monsieur Viau doit connaître certainement le parking de la Fuchs qui est dans un état catastrophique. Vous avez aussi des parkings, notamment le course, qui a des problèmes en termes d'entretien. Donc, on ne peut pas résilier des parkings, le reprendre en régime municipal. C'est-à-dire que les garçons vont payer 2 fois. Il faut le savoir. Les garçons vont payer 2 fois. La première fois, ils payent une pénalité de plus de 2 millions d'euros. Et ensuite, la deuxième fois, il va falloir payer à partir du 1er septembre. C'est lancé maintenant. Le 1er janvier. Le passage en régie est acté. Oui, toutes ces erreurs. Il faut une voilà, on ne peut pas entendre n'importe quoi. Mais s'il vous plaît. Non, mais en plus, on ne peut pas débattre sur le fait que le passage est acté. Attention, le passage n'est pas... Tout est faux. Voilà. C'est absolument faux. Vous permettez on peut pas... Allez-y, puis vous... Je veux bien. Non. Parce qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Tout n'est pas acté. Parce qu'une délibération qui a été votée, la jurisprudence dit qu'une délibération qui a été votée, nous pouvons revenir là-dessus. Pourquoi nous allons revenir là-dessus? C'est-à-dire que nous allons faire un audit financier de la résiliation par anticipé. Et s'il faut, je le dis... Mais ça veut dire quoi, que vous revenez au DSP? Je comprends rien. Oui, Moi, je comprends rien à ce que dit M. Vous revenez au DSP? Nous allons revenir sur la résiliation qui a été anticipée. Nous allons revenir là-dessus en mettant notamment au tribunal, cette résiliation que nous estimons n'a pas été faite selon l'entretien. Janvier 2027, ça arrive très vite et je crains dans le temps imparti. Vous défendez les intérêts privés Non. Oui. Ce que je dis. Non. Je comprends pas. Excusez-moi. Il y a eu une résiliation anticipée. Oui, on a compris. Et nous, élus... Mais pour faire simple, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez des DSP? Nous allons remettre en cause cette résiliation, donner le temps à Indigo, réfléchir là-dessus, et ensuite nous allons voir la possibilité de voir ce qui doit être fait en termes d'entretien. Pour ne pas payer de pénalité, en fait. Il y aura un audit financier qui sera réalisé sur cette résiliation. Compris. Leïla Tonnerre, on est toujours dans cette logique de voitures, de stationnement. Donc évidemment, oui, les parkings à Grasse sont extrêmement chers, y compris ceux qui sont en régime municipal, en fait. C'est 80 € l'abonnement par mois pour les riverains. Encore une fois, il n'y a plus de place. Donc, encore une fois, le parking, la circulation, tout ce qui est parking et transport, c'est lié. Et il faut qu'on change notre façon de se déplacer. Et voilà. Et donc, évidemment que les parkings en régie doivent être moins chers puisqu'ils sont en régime municipal. Donc, moins chers à l'heure ou des heures gratuites et puis ensuite, moins chers de façon générale. Je crois que c'est 4 € les 2 heures, quelque chose comme ça. C'est indécent. C'est la raison pour laquelle personne ne vient dans le centre-ville et tout le monde le sait. Si vous permettez, Léla, c'est que j'ajoute un point. Rapidement. Vous devez répondre, s'il vous plaît. J'ajoute un point sur le fait que les parcs aujourd'hui qui sont repris en régime municipal, les abonnements n'ont pas pour autant baissé. Okay. Merci. Alors, merci. Sur les parking stationnement. Voilà, parking stationnement. Quelques mots pour me permettre. Excusez-moi, je précise ma question. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur la régie municipale et est-ce qu'on peut influer sur les prix une fois que vous aurez répondu évidemment aux différentes griefs? Merci. Donc on va être sérieux. On peut pas annoncer tout pour être élu. On peut pas dire à tous les Grassois, si je suis élu, tous les parkings de la ville seront gratuits. Ça, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce que il y a des équilibres à tenir. La régie est une bonne chose. Paul Lezière le disait. Nous avons la volonté communale de gérer notre stationnement en direct. Et on a fait une grande rupture par rapport au passé, c'est qu'on a travaillé, donc M. Siribier se réveille en se disant « demain, je résilierai les choses », mais on a travaillé depuis 4 ans
avec Indigo, héritier de Vinci, qui avait un bail amphithéotique, un bail à construction qui avait été concédé par Hervé de Fontmichel et qui donnait encore plusieurs décennies d'exploitation des parkings du cours Honoré-Crespe, de la Fou et de la place aux Herbes. Et donc dans ce bail, c'est pas Monsieur Siribier qui dit on va annuler et on va reprendre ça, dire à Indigo qu'on va renégocier, l'indemnité a été mal calculée. Il y a un travail de négociation de 4 années qui ont calculé la soult in fine de ce qui était dû par ce bail, ce contrat entre la ville et Vinci à l'époque, puis Indigo. Et donc on a travaillé âprement pour que justement on impose à celui qui a la délégation, le bail amphithéotique, à nous remettre au 1er janvier 2027 des parkings en parfait état. C'est pour ça que le parking du Cours, il a été fermé pendant des semaines, parce que les travaux ont commencé par anticipation pour nous restituer un parking aux Grassoises et aux Grassois qui va devenir notre patrimoine et qu'on va pouvoir gérer en baissant les prix. Et c'est la volonté, la stratégie communale que nous avons menée. On a dit, on veut être les seuls propriétaires de tous les parkings de la ville, y compris la compagnie de Phalsbourg, que vous étiez en train de souligner comme une bonne chose. Et donc on a mené les choses. Depuis 4 ans, avec une négociation, on a acheté le parking de la clinique du Palais, on a négocié, on a délibéré au conseil municipal sur l'indemnité d'éviction, on l'a transmis au contrôle de légalité au préfet, c'est revenu, et au 1er janvier 2027, donc M. Siribier veut annuler Martelly, annuler la négociation qui donnera les parkings à tous les Grassois au 1er janvier 2027. J'espère que M. Siribier n'annulera pas tout ce travail. Parce que d'être contre le fait que la municipalité reprenne en gestion directe la totalité de ces parkings, c'est une erreur. De venir remettre en cause un contrat qui a été âprement négocié et qui permettra de baisser le coût du stationnement. À quel prix? On l'a fait. C'est ce qui intéresse. On l'a fait. La compagnie de Phalsbourg, on a baissé au 1er janvier 2026 de 20% les prix. Et l'ambition finale, comme l'a dit Paul Eusière, parce qu'il travaille au sein de la régie des parkings, et je le remercie d'ailleurs de ses contributions, c'est que nous puissions, quand il va y avoir un cinéma, parce que nous on veut qu'il y ait un cinéma dans le projet Martelly, et on veut pas qu'il y ait une forêt de 10 arbres. Eh bien, quand il y aura un cinéma, je préfère établir des choses. Quand il y aura un cinéma, quand nous redeviendrons propriétaires de tous les parkings par la puissance publique, en régie publique, eh bien on aura la capacité de gérer les gratuités. Sans ça, c'est pas possible. 2 heures, 3 heures. Alors sans ça, c'est pas possible parce que Vinci, Indigo, a une signature de la mairie sur une garantie de recettes. Et si aujourd'hui vous décidez de remettre en cause les négociations que nous avons menées, eh bien la personne qui a ce contrat activera à l'encontre de la mairie la garantie de recettes. Et aujourd'hui, nous avons tout mis en œuvre pour qu'au 1er janvier 2027, nous puissions baisser, parce que c'est vrai, de ce qu'évoquait Mme Tonnerre en disant l'attractivité, elle est à la question du stationnement et du coût du stationnement. Eh bien, on a mis en œuvre un projet dans lequel, demain, si les Grassois me font confiance, eh bien, nous serons en mesure de baisser drastiquement le coût du stationnement. On a travaillé sur 2 heures de gratuité, pour répondre à la question claire, 2 heures de gratuité pendant les périodes de cinéma, les personnes qui vont fréquenter Martelly, et que la régie puisse se donner cet outil. Mais on ne peut pas tout promettre pour être élu. On ne peut pas promettre la gratuité de tout à tout le monde. C'est pas possible. Rapidement. C'est pas possible. Je tiens à préciser, je ne suis pas contre qu'on reprenne en régie municipale les parkings, mais je suis contre le fait, les conditions dans lesquelles cette résiliation anticipée a été faite. Elles sont contractuelles. Non, mais le rapport de la Chambre régionale des cours de compte, s'il vous plaît, le rapport de la Chambre régionale des cours de compte n'a jamais préconisé une résiliation anticipée des parkings. Non, ça a été une volonté politique. Ça a été une volonté politique. C'est ça qui vous gênait. Et ensuite, on passera au logement. Et ensuite, on arrive au logement. Je veux juste un point, c'est que il s'agit pas, on parle de pénalité là, je crois que c'était 1,9 million. 1,7 million. 1,7 million. Voilà, on a payé 1,7 million, mais c'est les sommes résiduelles c'est tout.
C'est-à-dire absolument. Voilà, il y a une somme qui est due par rapport à un contrat qui n'est pas achevé. C'est tout. C'est une somme résiduelle. Ce n'est en aucun cas une pénalité. Absolument. Mais c'est important de rétablir les vérités. C'est fait. On peut pas tout dire dans un débat démocratique. On peut pas laisser dire des choses qui sont fausses. C'est fait. Voilà. C'est fait. C'est important. C'est fait. Et ce qui était important aussi, c'était de connaître votre position sur les tarifs qui touchent directement. Nous, on veut baisser le prix du stationnement et on veut que la mairie gère en direct le stationnement. On passe au logement. Sinon, on ne va pas réussir à avancer. Je rappelle tout simplement qu'on a la régie, on a le parking Notre-Dame-des-Fleurs qui est en régie municipale. Ce n'est pas pour autant que le prix du stationnement a baissé. C'était pour ça qu'on posait la question des engagements de chacun sur cette question. Madame Tonnerre. Madame Tonnerre, on commence avec vous sur la question du logement. La question du logement est centrale. D'abord, quel diagnostic vous faites de l'état du logement dans la ville de Grasse et quelles sont les propositions que vous faites en la matière? Le logement, avec notre liste LULU-SPG, on rappelle que le logement, c'est un droit. C'est le droit. On réaffirme le droit au logement. Le logement, c'est pas avoir un logement salubre et digne. Ça n'est pas un privilège. Ça n'est pas un luxe. C'est un droit. À Grasse, on est hors la loi. Malheureusement, la municipalité est hors la loi. Elle ne remplit pas les obligations que prévoit l'État. L'État, c'est la loi SRU, 25% de logements sociaux. 15, nous sommes j'avais compté 16, moi. 15%. J'avais compté 16, je crois aussi. À Grasse, c'est 15%. Vous avez 15%. Donc à Grasse, on a un contrat de mixité sociale à 15%. Dire des mensonges, c'est quand même quelque chose qui est très souvent 15%. Non, la SRU, c'est 25%. Toutes les communes doivent avoir 25% de logements sociaux. C'est un droit de se loger. À Cannes, il y a 18% de logements sociaux. À Nice, il y a 23% de logements sociaux. Il est urgent en tout cas. Ils en ont 12% ou 13%. Ah non, on n'a pas les mêmes chiffres. Ils payent des amendes chaque année. Si. Peut-être. Non, je vous assure, il y a 12 ou 13% de logements sociaux. D'accord, donc je vais vérifier. Il faut vérifier. Oui. Il y a toutes les villes du département. En attendant, la pénalité, c'est 1,3 million, monsieur. Oui, 1,3 million. Oui, ça, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des pénalités. Donc il y a une pénalité, donc ça veut dire qu'on ne respecte pas la loi. Donc au bout d'un moment, faut aussi admettre quand on peut pas être. Donc ça veut dire que sur le logement social, vous mettez le paquet. Bien sûr. Si vous et on ne fait pas du tout béton, on fait de la réhabilitation. Il existe des immeubles à Grasse qui appartiennent notamment à la commune qu'on peut réhabiliter pour créer de la mixité. Encore une fois, je rappelle que 70% de la population française, y compris à Grasse, sont éligibles à un logement social. Ça n'appartient pas qu'aux précaires. Ça n'est pas un outil pour faire venir des pauvres comme parfois c'est le cas. On pense beaucoup ça et c'est pas le cas. Donc vraiment, nous, le logement, c'est la dignité de chacun. On a tous droit à un logement salubre. Et à Grasse, notamment dans le centre-ville, il y a des personnes qui vivent dans des conditions vraiment qui sont terribles. Il y a du salpêtre dans les murs. Il y a des enfants qui respirent qui respirent du salpêtre et qui ont des maladies respiratoires. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc on rénove, on réhabilite et on crée du logement social et c'est une priorité. Est-ce que, juste pour terminer là-dessus, vous construisez du neuf aussi ou vous essayez d'éviter? On évite le neuf, on va réhabiliter parce qu'on a plein de friches, il y a plein d'endroits qu'on peut reprendre pour ça et c'est tout. Je crois que pour atteindre le seuil légal des 25%, c'est plus de 2000 logements qu'il faudrait justement avoir dans le social. Créer 2000 logements dans les rénovations, les réhabilitations, c'est possible? Bien sûr que c'est possible, tout est possible. On peut recréer, on peut aussi faire des vraies constructions, mais je veux dire, c'est quand même aller vers. En fait, c'est juste respecter la loi. Donc nous, dans notre liste, on considère que respecter la loi, vous souhaitez ces 2000 logements sur la totalité du mandat? Mais évidemment, bien sûr. Ok. Monsieur Siribier, sur la question du logement, quel est votre diagnostic? Est-ce que vous proposez du logement social également? Et quelle est votre position sur les constructions dans la ville de Grasse? D'abord, il faut dire que le logement est une nécessité pour nos concitoyens qui doivent se loger et décemment. Mais moi, je vais faire le contraire. C'est-à-dire que déjà, je vais essayer, nous allons essayer, si nous sommes élus, le 15 mars 2026, de faire en sorte qu'il y ait
moins de permis de construire déposés, parfois dans des risques, et qui sont autorisés dans des risques, dans des endroits qui sont exposés à des risques d'inondation. Parce que construire, oui, mais n'est pas construire n'importe comment. Je prends l'exemple du projet de 95 logements à la gare SNCF, Quintessence, qui est exposé à des risques d'inondation, où le 16 novembre 2025, il y a eu une inondation. Donc, nous n'allons pas faire de cette façon. Nous allons plutôt travailler sur la réhabilitation de l'existant. Parce que nous estimons que sur la commune, il y a des choses à faire, à réhabiliter. Et ensuite, un des éléments très importants, c'est qu'on constate que les bailleurs sociaux, dans certains quartiers, je peux prendre le cas par exemple de Virgé-Barret, il y a la problématique du fait qu'il y a des problèmes liés par exemple à des infiltrations d'eau, à des montées d'eau, etc. Donc nous allons contraindre les bailleurs sociaux parce que la compétence habitat est de la compétence de la CAPG. Donc, ça dit que les bailleurs sociaux reçoivent aussi des subventions. Donc, on va activer le levier des subventions en obligeant les bailleurs sociaux à réhabiliter l'existant. Et enfin, un des éléments importants, c'est aussi de permettre aux catégories socio-professionnelles, les actifs, les couches moyennes, de pouvoir accéder au logement par le bail réel solidaire. C'est un dispositif qui est aussi de la compétence de la CAPG, qui peut être initié ou l'amplifier pour que nos concitoyens puissent accéder au logement. Jérôme Viau, est-ce qu'il y a suffisamment de logements? Est-ce qu'on construit trop à Grasse? Alors, ça pose le débat et où certaines personnes se filment en disant il y a une bétonisation, et après quand on entend un micro, on dit il faut faire plus de logements. Monsieur Siribier vient de dire en quelques minutes tout est son inverse. Quand il était dans l'équipe municipale avec moi, il a voté la vente du terrain des hangars pour faire des logements. Il a voté dans ce conseil municipal et dans cette salle. On ne peut pas d'un côté vendre pour faire des logements et après dire je veux être maire et il ne faut pas faire de logements, et puis s'il faut faire des logements, et puis si on est élu, dessus Martelly, on mettra une halle et une forêt de 10 arbres et on fera zéro sur les 69 sur le logement. Donc il faut répondre à des besoins. Comment on fait? Et donc pour répondre à des besoins, vous avez raison de dire que la ville a une pénalité d'1 300 000 € sur la question de la SRU parce qu'on ne produit pas assez de logements. Mais moi je souhaite, et je l'assume devant les Grassoises et les Grassois, pas autoriser tout et n'importe quoi. Je ne souhaite pas qu'on fasse du mitage, qu'on abîme nos quartiers de Place Cassier, de Saint-François, du Péloubé, du Plan de Grasse, parce qu'au PLU on a retiré 77 hectares de droit à bâtir pour le rendre à l'agriculture. C'est pas pour aller construire partout et n'importe comment. Donc, là on parle de rénovation et de réhabilitation. Et donc moi je suis cohérent, je suis pénalisé parce qu'on a une obligation nationale à 25% de logements sociaux. On a un contrat de mixité sociale à Grasse qui nous impose 15% de logements sociaux dans l'objectif triennal. Et on a une démarche dans laquelle on veut proposer des logements supplémentaires. Dans Martelly, on a un permis de construire sur 69 logements supplémentaires pour des actifs, pour des familles, pour des papas, pour des mamans, pour des enfants. Mais on ne peut pas dire, moi si je suis élu, j'arrête Martelly, je mettrai 3 arbres. Et on ne va pas revenir sur Martelly. Non, monsieur Viau, il faut pas caricaturer. Non mais il faut pas caricaturer un projet. Nous on est dans une démarche. Chacun votre tour. On revient vers vous. Chacun votre tour. Nous on est dans une démarche dans laquelle on a protégé le territoire. On a changé le plan local d'urbanisme, on a évité de mettre des logements sociaux partout, parce que c'est pas ce qu'on veut, et il faut assumer les choses. Ça nous génère une pénalité d'1 300 000 €, c'est la vérité. Donc ça vous l'assumez, vous assumez cette pénalité. Je l'assume, et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse plutôt densifier la ville sur la ville, c'est-à-dire ce qu'on fait à la gare, que M. Siribier a voté en son temps, c'est-à-dire de dire, là où il y a du hub de circulation, il y a un train, il y a des bus, il y a des connexions, on peut densifier le logement, c'est ce qu'on fait à la gare, et on peut protéger les quartiers, les hameaux, pour qu'ils ne soient pas urbanisés à tout va. Voilà. M. Siribier, il faut être cohérent. On termine le tour de table. Est-ce une raison parce qu'on a vendu cet espace à un promoteur immobilier que pour autant il faut faire 95 logements dans on l'a vendu avec un permis 95 logements
dans une zone exposée à risque d'inondation ou des sources d'eau. Ce n'est pas une raison. Je dis oui. On a voté avec un s'il permis. vous plaît. Non, on ne vote pas avec un permis. Non, on achète. On va passer à M. On achète Camerano. et ensuite on octroie un permis. Et On a compris que vous n'étiez pas d'accord là-dessus. Vous octroyez un permis. Donc c'est pour dire que quand on a commencé ces travaux et qu'on a vu qu'il y avait des sources d'eau, qu'est-ce qu'il fallait faire? Quand on est maire, on a la possibilité, au vu des circonstances, d'arrêter le... Mais c'est fait, là, c'est fait. Donc, c'est fait. Il y a un jardin de pluie qui est prévu. Vous ferez différemment et on l'a bien compris si vous êtes élu. C'est fait. Il y a toujours Juste une un partie... dernier point sur le logement. Non mais c'est fait. Il y a toujours une partie qui est faite. On va pas y toucher. Rapidement, parce qu'on va pas avoir le la temps. partie qui n'est pas faite, on va tout simplement la végétaliser pour redonner de l'oxygène au quartier de Richelieu. Concluez, Jérôme je Biot, conclus et sur puis le logement. après, il y a quand même parce deux candidats que- qui ne sont pas exprimés. Je conclus sur le logement. On a, et c'est la vérité, un centre historique avec beaucoup de logements qui sont abîmés, qui n'ont pas connu de travaux depuis des marchands de l'après-guerre. sommeil que vous connaissez certainement. Avec beaucoup de choses à remettre en œuvre. Et on a mis en place quelque chose. Le permis On de a mis louer. en place un permis de louer. Voilà. Ce permis de louer, il a permis de détecter beaucoup de situations et de mettre en responsabilité beaucoup de propriétaires qui, depuis des décennies, n'avaient pas fait leur job. Le résultat est satisfaisant. Le résultat bilan est très satisfaisant. C'est clair. Je vais nuancer, mais je vais nuancer sur le permis à louer. Chacun a eu Vous son avez temps de raison parole. de dire qu'il y C'est a à des M. choses Camerano, après insalubres M. Uzière. et très Et il difficiles. nous reste deux Voilà. questions Mais ensuite on a avant mis de ce clore le permis de débat. louer parce que c'est réalité Merci. des logements dans l'ensemble. Merci Jérôme Biot. C'est à M. Camerano. Donc concernant le logement, je veux dire qu'il y a une catégorie de Grassois, en fait, qui est très bien logée. Cette catégorie de Grassois concerne les amis du maire, en fait. Non, mais là, on n'est pas dans le fond du débat, M. Camerano. Là, on n'est pas dans le fond du. Ah non, mais je veux dire. Allez-y, je veux préciser. Allez-y, terminez. Donc Madame Minetti, Madame Minetti, je pense que le débat n'est pas serein. Non, mais j'en veux Parce pour qu'on preuve. estime que dans une salle, on ne doit pas huer des gens, on ne doit pas... Je pense que votre vous avez rôle... raison. On est d'accord avec. Votre rôle le plus absolu, je suis des débats à la télé, votre rôle le plus absolu, de dire aux personnes, c'est un débat serein, il n'y a pas lieu de huer, C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez la possibilité de dire aux gens de ne pas huer. Et C'est vous ce qu'on avez fait tout à la l'heure. possibilité De de laisser ne pas parler vous Monsieur interrompre, Camerano. donc Donc, je ne pas vous invectiver non plus, si vous pour permettez. chauffer Non, mais aussi les supporters. Donc voilà, Donc, C'est une question de travail déontologique. Donc il y a une catégorie de Grassois qui est très bien logée, ce sont les amis du maire. J'en veux pour preuve un dépôt de plainte en 2017 sur 30 logements de fonction. Le procureur a rendu donc son avis. Le délit est constitué, l'infraction est constituée pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, monsieur Biot. Donc ça fait quand même les personnes n'ont pas payé C'est quoi la ni décision les loyers, ni les fluides, c'est-à-dire quelle ni est la l'eau, décision de ni l'eau justice ? Non, mais faut d'électricité. être précis. Quelle juridiction a rendu une Non, mais décision soyons précis Non, parce non. que Ouais. donner des noms, Non, mais je veux dire, allez-y, mais quel tribunal a rendu le procureur de Grasse. Mais le procureur n'est pas un juge. Donner Non, des mais noms sur attendez, les logements. Attendez. 30 logements que vous avez modifiés en conciergerie. D'accord ? Ces gens-là n'ont pas payé de loyer depuis 10 ans au bas mot. Donc si on chiffre, si on chiffre tout ça, d'ailleurs mettre la feuille sur 30 Vous logements. n'avez pas parlé de vos projets pour le logement. Non mais Oui, c'est mais juste un là, préambule. vous rentrez- D'accord. Ben, Oui, mais un allez-y. préambule, Ça c'est très important parce que c'est qu'on avance. c'est un manque à gagner pour la ville à hauteur de 2 millions d'euros. Oui, Je vous le dis. Les infractions sont caractérisées, C'est- mais quel juge a rendu, a été condamné Jérôme Biot ? Rien. Le parquet a rendu son jugement. Aujourd'hui. C'est pas le parquet qui rend le Non, écoutez-moi, laissez-moi finir. Le procureur. Ah non, mais c'est grave. Vous accusez quelqu'un de. Non, pas du tout. Le procureur délit général. Non. Mais quelle est la Le condamnation ? délit est constitué. Donc, ce qu'on va faire dès le lendemain de l'élection, on va saisir le procureur général d'Aix-en-Provence pour que M. Biot soit condamné définitivement. Bon, Ça, et c'est sur- la réalité. et sur le logement- Donc, je vous le dis. Les condamnés, est-ce que- Je vous le dis les yeux dans les yeux, M. Biot. Vous êtes un tricheur et un voleur. Je vous le dis. Alors, Allez-y. Bon, bah, allez-y, C'est vraiment, on a emmené le débat sur un Mais on niveau, parlera pas Ah non, mais c'est un niveau très élevé. Mais c'est Bravo. 2 millions d'euros. alors, hein, allez-y, au on bas va mot. pas parler de vos C'est projets 2 pour le millions. logement, monsieur Répondez, je peux y aller là. Camerano, Je peux le dire maintenant. répondez, Je peux le dire. mais maintenant, il faut que Monsieur Biot vous Maintenant, il réponde faut aussi. qu'il- Mais à chaque fois que je parle, il faut que M. Biot réponde. Parce que vous Là, vous l'attaquez. l'attaquez.
Monsieur Viau, alors sur cette affaire, qu'est-ce que vous voulez répondre? Bon, d'abord, je trouve que... S'il vous plaît. Je trouve que les propos de M. Camerano sont très graves. On a des conciergeries qui sont toutes déclarées. Illégales. Toutes déclarées. Illégal. Toutes nos conciergeries sont déclarées. Illégal. Tous les employés municipaux... Monsieur Camerano, s'il vous plaît. Tous les employés municipaux payent leur loyer et c'est vérifié. Et donc ces propos sont très graves. Et vous avez du mal à réglementer le débat. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que les Grassois, ils attendent un projet. Oui, mais c'est important, le constat, c'est important. Oui, le projet, je vous en parlais, mais le constat, c'est important. Les Grassois attendent un projet. Vos propos sont très graves. Oui, mais je le réitère, vous êtes un tricheur et un voleur, je vous le dis. Les conciergeries ont été toutes déclarées. Toutes déclarées. Voilà. Monsieur Camerano, honnêtement, dans un débat démocratique, et dans un débat, des gens d'accusés, c'est pas plutôt que de parler, Monsieur Camerano, sur le logement, qu'est-ce que vous proposez? Voilà, sur le logement social, la construction. Le logement, on est carencé à hauteur d'1 300 000 euros. Donc moi, ce que je propose. Non, mais c'est inacceptable d'entendre des propos comme ça. Enfin, moi, je viens dans un débat pour parler du logement. Monsieur Viau, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, je déposerai plainte. Mais allez-y, il n'y a pas de souci. On peut avancer. C'est quand même assez grave. Moi, sur le logement, dans ce que je veux créer. Monsieur Camerano donne un triste visage. Oui, mais il pose la question. Madame Mileni, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'organisation de ce débat. Je le dis avec beaucoup de sincérité. C'est pas l'organisation, c'est pas les candidats. Je le dis avec beaucoup de quand on fait venir des supporters de certains candidats pour huer certaines personnes, on ne peut pas laisser faire. C'était des inscriptions libres, monsieur. Déontologiquement, vous aurez dû débattre déjà dès le départ sur le logement. Je tiens à le préciser avec beaucoup de sincérité. Les gens sont libres de huer, de siffler. Non, les gens s'inscrivent librement. On leur demande pas s'ils viennent soutenir un candidat. Quand on fait des huées dans la salle, c'est normal. On va avancer. Oui, mais est-ce qu'on peut avancer sur le logement? Nous avons récupéré Bellambra pour hauteur de 16 hectares. Donc moi, ce que je propose, c'est de créer une résidence senior municipale. Pourquoi? Parce que tout ce qui est chambre senior est considéré comme un logement social. Et donc, on est carencé à hauteur d'1 300 000 euros. Donc si on crée cette résidence senior municipale, on va pouvoir diminuer, voire annuler les pénalités. Et pour loger aussi des Grassois qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 3 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que le foncier nous appartient désormais. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est très court, très simple et c'est concis. Voilà, c'est concret. Monsieur Euzière. Moi, je voudrais partir d'une réalité toute simple, c'est qu'effectivement, on a payé en 2025 1 370 000 euros d'amende de pénalité SRU. Mais ce n'est pas une image fixe. C'est 150 000 euros de plus que l'année précédente. Ça veut dire qu'on a moins construit proportionnellement de logements sociaux que ce qu'on en construisait précédemment. Voilà pourquoi la pénalité augmente. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que parallèlement, il faut regarder ce qui se passe au niveau des dossiers de demande de logement. Il y avait fin 2024 1600 dossiers de demande déposés à la CAPG. Aujourd'hui, il y en a 1700. 1690 exactement. Donc d'un côté, on a des pénalités qui se renforcent parce qu'on a de moins en moins de logements sociaux. Ça, c'est un constat. Et de l'autre, on a de plus en plus de dossiers de demande de Grassois. Alors, comment on y répond? Attendez, j'ai pas beaucoup parlé, moi. Non, mais bon, sachant qu'il nous reste 5 minutes... Oui, mais je suis désolé, mais je donne des chiffres, je suis précis. Je veux dire que... C'est pour ça que je vous demande vos propositions. Voilà, non, je veux dire que 1700 dossiers, ça veut dire des milliers de Grassois mal logés. Des milliers de souffrances. Et moi, j'ai commencé mes charges d'élu en étant adjoint au logement pendant 6 ans. Et j'ai vu ce que c'était la souffrance. Des gens, des familles. À l'époque déjà. Donc, j'avais 24 ans. Et ça m'a marqué définitivement. Donc, il faut sortir de cette situation. Et il faut des programmes. Il faut des programmes sociaux. Je rappelle que un logement social, c'est un logement qui est aidé au terme de la loi, tout simplement. Donc, il y a différents types de logements sociaux. Et que tout rentre dans la loi SRU. Le micro. Voilà, ça c'est le premier point. Donc il faut permettre la construction de logements sociaux en locatif et en accession. Les deux.
Et j'imagine que vous accompagnerez les fleurs de grâce pour une modification et une densification. C'est la dernière question qui arrive sur les fleurs de grâce. Sur les fleurs de grâce, je suis contre la densification et contre l'opération immobilière de 3F Sud qui truste absolument tout le logement social sur Grasse. Alors, justement, c'est la dernière question, enfin l'avant-dernière, parce qu'il y en a une toute dernière, mais très courte, qui, vous verrez, est une question qui appelle une réponse courte. Vous avez 1 minute chacun sur les fleurs de grâce, justement. Paul Eusière, puisque vous avez la parole, gardez-la. Sur le projet, quel est votre regard? Que faut-il faire? Est-ce que c'est une erreur? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Le projet, c'est un projet immobilier qui consiste à passer de 500 et quelques logements à 700 et quelques. Donc à densifier. Quand on augmente de près de 200 le nombre de logements, on densifie. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le nombre de logements sociaux, à l'intérieur de ces projets diminue. Donc, troisièmement, ça, c'est la partie privée. Donc, je pense qu'il fallait demander aux gens, aux locataires, leur avis. Et leur demander de manière non pas formelle, mais réelle. Parce que les gens ne voulaient pas partir. On les a poussés à partir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des équipements. Pour réaliser cette opération immobilière, il y a des équipements publics à supprimer. 2 écoles, une école maternelle, une école élémentaire et une crèche. Et que ça coûte. Ça a été construit avec l'argent public. Si on le détruit, il faudra le reconstruire avec de l'argent public encore. Donc ça, je suis absolument contre, et nous sommes absolument contre. Mais vous feriez quoi alors sur ce projet des fleurs de grâce? L'école sera requalifiée, vous le savez, on en a parlé ensemble. Elle n'est pas surprise. Je me réjouis qu'à... L'école est plus détruite du coup, elle est requalifiée. Les 2 écoles... Non, mais je le sais depuis le dernier conseil municipal. Absolument. Parce que nous avons bataillé pendant 2 ans pour faire admettre le principe... Et vous êtes arrangé à notre opinion, donc ça c'est bien. Absolument. Vous êtes tombé d'accord sur cette question? Oui, bien sûr. Oui, qu'on ne liquidait pas des bâtiments qui sont en parfait état pour les reconstruire aux frais de la commune. En 20 secondes, qu'est-ce que vous feriez de différent alors? On réhabiliterait. Ce qui est vous ne détruisez rien. Non. Ok, c'est clair. Leïla Tonnerre, c'est à vous. Ça ne fait pas plus de logements d'ailleurs. Mais bon, puisque vous venez de dire qu'il faut faire plus de logements. Oui, mais c'est peut-être pas les fleurs de grâce, c'est pas le lieu pour refaire des logements en plus. Effectivement, là, c'était d'éviter la densification sur le lieu précis des fleurs de grâce. Donc, Leïla Tonnerre, sur les fleurs de grâce, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, en fait, on remet toujours l'humain et les grassoises et les grassois en fait, au centre des choses. Et aux fleurs de grâce, c'est une tragédie pour ces habitants qui sont là depuis plusieurs décennies et qui, effectivement, ne voulaient pas quitter leur lieu de vie. C'est leurs habitudes, l'école de leurs enfants, leurs voisins, etc. C'est des quartiers populaires dans lesquels les gens sont très solidaires, dans lesquels les gens se discutent, échangent, etc. Donc les fleurs de grâce, nous sommes sur le terrain avec les militants, avec les colistiers et les colistières, et en fait, quand on fait du porte-à-porte, on a face à nous des personnes qui se sentent... abusés parce qu'on leur a dit vous allez quitter les fleurs de grâce, on va vous reloger et au même prix, sauf que c'est évidemment quelque chose qui est impossible parce que c'était il y a 10 ans, les prix ont augmenté, tout a augmenté, donc là moi j'ai croisé une dame qui veut pas partir, son logement c'est un F3, elle paye 230 €, où est-ce qu'elle va pouvoir se loger à ce prix-là? Ils pourront pas revenir une fois la reconstruction faite. S'il vous plaît, on arrive sur la fin. Ils ne pourront pas revenir ces habitants. Pardon? Ils ne pourront pas revenir ces habitants dans. Alors tout dépend du projet et la réhabilitation, etc. Bien sûr, qui pourront revenir. Certains se déménagent puis se remettent à l'intérieur de certains bâtiments. Mais en tout cas, c'est une tragédie. Effectivement, encore une fois, il aurait fallu concerter les habitants vraiment avec un référendum, aller toquer à chaque porte et aller demander aux habitants s'ils veulent quitter leur lieu de vie. Et plutôt faire une réhabilitation comme propose bien sûr une réhabilitation, évidemment. Monsieur Siribier. Bien, tout simplement, je dirais que ce projet, c'est un projet catastrophique sur le plan urbanistique, catastrophique sur le plan environnemental, catastrophique sur le plan social. Je suis pour une réhabilitation. Je suis pour une réhabilitation de l'existant, parce que passer de 542 logements à 729 logements, soit une augmentation d'environ 35%, c'est-à-dire qu'on densifie un endroit, on augmente la surface de constructibilité tout en rasant tout l'environnement qui est tout autour. Réhabilitation. Réhabilitation. Monsieur Viau, pourquoi on ne réhabilite pas? Alors,
On a des discours qui sont des bonnes intentions, mais il faut regarder la réalité en face. Les Fleurs de Grâce, c'est un quartier qui ne fonctionne pas, un quartier de relégation sociale. Et je ne sais pas si une personne dans la salle va demander un appartement dans ce quartier en l'état. Voilà, ça c'est la vérité. Quand même. Après, ouais, mais il faut dire les choses. Après, il faut avoir le courage de ses opinions. L'opinion, c'est de dire soit on va repeindre, on réhabilite, réhabilitation. Soit on va réhabiliter. Est-ce que ça va changer la vie du quartier ? Non. Moi, je pense qu'il faut repenser ce quartier. Un quartier 100% social, ça marche pas. Un quartier qui est complètement imperméabilisé avec du goudron partout et des voitures partout et des tours de. Vous mettez des arbres du coup là. Ouais, mais bien sûr. Oui. Et donc, bien sûr. Et donc, il faut avoir le courage de le dire. Moi, j'ai été au milieu des Fleurs de Grâce. Avec 35% de logements de plus. Avec 35% de logements de plus. Mieux en rasant tout l'environnement qui est tout autour. Absolument. Merci, monsieur le maire, mais je vous en prie, pour la monsieur démolition. Et donc, il faut avoir le courage d'aller. J'ai été devant les habitants, dans le quartier, dire que nous souhaitons complètement changer l'entrée de ville. Voilà, on peut dire, moi je veux de la réhabilitation. En compte les habitants, en prenant en compte les habitants. Le message est puisqu'on a fait. Non, mais je termine. Il y a toujours un exemple. Monsieur, on peut plus là, on a plus le temps. Donc, je vois quelques minutes. Moi je souhaite, merci. Donc, on a 6 hectares, on a un quartier de 6 hectares. On ne souhaite pas qu'il y ait 100% de social et qu'il y ait de l'accession à la propriété. On ne souhaite pas que la totalité soit imperméabilisée, goudronnée, mais que les véhicules soient en sous-sol. On souhaite qu'il y ait des espaces verts et on souhaite repenser ce quartier. Donc une réhabilitation n'était pas possible. Plus de 30% d'augmentation. Et moi, je souhaite avoir le courage d'annoncer que si je suis élu, nous raserons ce quartier. Voilà. C'est passé. Monsieur... Et si nous sommes élus, nous n'allons pas raser ce quartier, nous allons le réhabiliter. Monsieur Camerano. Merci. Donc il faut avoir une vision claire pour les Fleurs de Grâce. Évidemment, il faut que les gens soient logés dignement. Ça, personne n'en disconvient. Moi, je pense raser et faire comme on a pu faire il y a quelques années à la Tourache, où il y avait des tours immondes, où on a fait du logement digne. Je pense qu'il faut s'orienter sur cette formule-là, mais il ne faut certainement pas densifier, en fait. Il faut conserver l'existant. Donc vous réhabilitez aussi. En termes de nombre. Donc à la Tourache, ça a été densifié. La Tourache, non mais attendez, il faut être précis. La Tourache. Rapidement, parce qu'il nous reste une dernière question. C'est très rapide, je suis très concis. La Tourache, 3 familles sur 99 qui ont pu retourner. Parce que les loyers ont complètement explosé. 10 secondes pour tout simplement pour répondre à la question par rapport aux familles, si elles peuvent revenir. Mais sauf que une fois la démolition faite et reconstruite, les familles, quand elles reviendront, le prix du loyer ne sera pas le même. Allez, dernière question de ce débat. Merci. Ça fait 2 heures, hein. Donc on ne peut pas dire qu'on ne vous aura pas laissé de temps. Après, vous avez choisi de prendre des directions différentes chacun et chacune. Si vous êtes élu le 22 mars, et je vais vous demander d'être très bref, quelle est la toute première mesure que vous prenez une fois élu? On repart dans l'ordre initial. Monsieur Camerano, c'est à vous de commencer. Déjà, la première mesure, donc il y a le conseil municipal d'installation. Première mesure, on reçoit moi qui travaille encore dans le privé, on reçoit les cadres de la mairie en leur fixant une feuille de route et puis en leur disant le cap sur les 6 ans. C'est la première chose à faire, c'est de rencontrer ceux qui bossent à la mairie. Monsieur Euzière. On met tout de suite en zone bleue tout le stationnement de surface. Rapide, merci messieurs. Monsieur Siribier. C'est de réaliser des audits financiers sur certains sujets qui ont été mis en place par la ville et qui, visiblement, posent des problèmes. Madame Tonnerre. On fait un grand plan de rénovation des écoles grassoises publiques. Les 22 écoles sont dans un état pitoyable. Les enfants sont en danger. Il y a des températures à plus de 41 degrés dans les salles. Il y a des cours qui sont dangereuses. Il y a des infiltrations dans les murs. Donc nous, c'est l'enfance, c'est l'éducation, parce que c'est l'avenir, c'est les enfants. Et nous ferons ça en urgence. Et on a hâte d'être à la mairie le 15 mars. Merci. Monsieur Viau, pour finir, s'il vous plaît. Toute première mesure. Monsieur Viau. La première chose que je ferai si je suis élu maire de Grasse, c'est remercier tous les Grassoises et les Grassois qui m'auront porté leur confiance. Remercier l'administration municipale qui fait un travail extraordinaire et qui ne mérite pas beaucoup de propos qui ont été tenus, et leur dire que je suis très fier d'eux. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
Merci à tous les 5. C'est la fin de ce débat. Merci de nous avoir suivis sur nicematin.com. Merci à Laurence Mineri et aux équipes du Palais des Congrès pour l'accueil et l'accompagnement toute la journée. Et merci bien sûr aux équipes techniques de Nice Matin qui étaient présentes ce soir. On se retrouve demain. Ça sera du côté du Var à Roquebrune-sur-Argent sur varmatin.com. Merci beaucoup. Et dans le journal de demain, le compte rendu. Et bien sûr, le compte rendu dans le journal de demain. Merci Raphaël Perrault. 2 pages complètes sur ce débat très dense, très vif et parfois un peu au-delà des limites. Un peu limite. Merci.